L'actu jeux vidéo, séries, comics et manga, c'est dans l'Entre du Geek, avec Damien et toute son équipe sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Entre du Geek. Un petit coucou d'ailleurs à nos amis de Quoi de Neuf Amiens qui ont cru que notre invité était un chanteur. Voilà, coucou à l'équipe, franchement superbe émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 21h sur Happiness pour toute l'actualité geek. Jeux vidéo, séries, comics, manga, bref, plein de choses au rendez-vous. Et j'ai notamment avec moi mon équipe, avec Sabrina. Sabrina, bonsoir. Bonsoir. Laura, bonsoir. Bonsoir. Et un petit nouveau qui a vu de la lumière et qui est rentré, Rodrigue. Bonsoir. Rodrigue, pas trop stressé ? Non, ça va aller. T'inquiète pas, on va pas te manger, en tout cas les filles. Ah mais c'est pas ton libraire, celui qui te filait plein de comics dont t'as beaucoup parlé là ? C'est celui en effet que mon banquier déteste. Voilà. D'accord. Surprise. J'ai fini par le faire venir, ce sera beaucoup plus simple pour trafiquer. Au sommaire de cette émission, on aura toute l'actualité geek, notamment séries, ciné. Laura, tu nous parleras notamment de Man of Tomorrow, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sabrina, tu nous parleras de la dernière série qui est sortie sur Netflix qui s'appelle... Haunted Hotel. Haunted Hotel. Je suis très préparée. Sabrina est au taquet. Rodrigue, dans l'actualité comics, tu nous parleras notamment d'un comics qui vient de ressortir et qui s'appelle Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Et on aura ensuite toute la partie jeux vidéo et notamment la critique de la démo du jeu Digimon Story Time Stranger qui fait beaucoup parler de lui et qui serait, à ce qui paraît, en passe de casser en fait Pokémon et de le surpasser. En tout cas, moi j'espère. À la fin de cette émission, on aura Florent Toscano, non pas le chanteur, mais le cofondateur de Hopla, la maison d'édition. Ah donc Hopla, c'est pas un titre de musique ? Non, c'est une maison d'édition et restez avec nous parce que voilà, c'est un invité qu'on a souhaité mettre en avant dans l'Entre du Geek, qu'on a souhaité vraiment, à qui on a souhaité donner la parole, donc restez avec nous, ce sera très important. Et on terminera, si tout va bien, avec les fameuses questions déconnectées. Et je sais que vous attendez ça avec impatience. En attendant, c'est parti et on commence tout de suite avec la chronique Ciné Geek. La chronique Ciné Geek. Laura, alors on va commencer, si je me souviens bien, à parler d'un super-héros. Ouais, pas n'importe quel super-héros, puisqu'on va parler du prochain Superman, Man of Tomorrow, qui malheureusement est encore un Superman sans Henry Cavill. Du coup, je suis, comme d'habitude, très triste. Après, il était pas si mal. Franchement, le dernier était pas si mal. Encore une fois, je ne l'ai pas vu, donc je ne m'avancerai pas trop sur ce sujet-là. Rodrigue a pas l'air d'accord, non ? Ah, c'est discutable, on en reparlera, mais c'est discutable. C'est pas Henry Cavill de toute façon, donc voilà. Donc oui, le film est sorti cet été et le prochain opus est déjà annoncé pour 2027. On y retrouvera donc les acteurs du dernier Superman, David Corenswet et Nicolas Hoult. Lui, par contre, je l'aime beaucoup. Le réalisateur, c'est James Gunn. C'était déjà James Gunn, celui d'avant, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, on connaît très peu de choses pour ce qui est du synopsis. J'ai cherché un petit peu sur Internet, voir si je trouvais le synopsis. Et tout ce que j'ai trouvé comme synopsis, c'est la suite de Superman. Donc voilà, pour l'instant, c'est un petit peu limité. Donc on connaît pas beaucoup de choses, mais il se murmure déjà que, par contre, le grand méchant qu'affronterait Superman dans ce nouveau film serait Brainiac. Ah, j'en étais sûr que ça allait être Brainiac. Justement, hier, James Gunn, sur les réseaux, a publié un storyboard où justement voilà. On voit le crâne voilà. de quelqu'un avec un cerveau. Et, et c'est de là que tout le monde s'est déchaîné sur les réseaux en disant que c'était Brainiac, le grand méchant qu'ils affronteraient cette fois-ci. Je trouvais d'ailleurs qu'il manquait... j'aurais bien vu en scène post-générique du dernier Superman l'apparition de Brainiac. Parce que c'est quand même le méchant emblématique après Lex Luthor, c'est Brainiac. Et comment il s'appelle déjà Doomsday il y a Doomsday en fait. Non, mais non, moi je parle du Kryptonien. Oui, Général Zod. Voilà, oui, Zod. Zod, mais oui, mais c'est vrai que Zod, il le bat et puis voilà, il passe à autre chose. Brainiac, c'est quand même un truc qui revient régulièrement. C'est quand même un grand méchant. Bref. Donc voilà, il se murmure que Superman et Lex Luthor devraient s'allier tous les deux pour combattre Brainiac dans le prochain épisode. On reste toujours dans l'univers DC avec un nouveau DC, mais celui-là en dessin animé, et on parle plus de Superman mais de Batman. A wise man told me once, fear can kill you or inspire you to action. Aztec Batman, Clash of the Empire, enfin Clash of Empires plutôt.
Donc après des années de développement et une première bande-annonce qui a été dévoilée notamment lors du Comic-Con de San Diego 2025, donc Aztec Batman Clash of Empires débarque enfin sur les écrans. Donc ici on est vraiment dans un film d'animation, donc pas pour gamins, hein, clairement. Ça fait partie de un peu toute cette vague qu'on a eu des DC Animated Movies, produit par la Warner Bros. Et qui cette fois va transporter le mythe de Batman dans un cadre historique totalement inédit, ici la Mésoamérique du XVIe siècle, au cœur de la conquête espagnole. Donc là, on va vraiment avoir le Batman aztèque. Donc ici, l'histoire, elle suit... Alors, je suis désolé pour la prononciation. Coalt. Oui, voilà, Coalt. Un jeune noble aztèque dont le père est assassiné par les conquistadors. Donc, devenu adulte, il endosse le masque de Batman pour protéger son peuple et venger sa famille, tout en cachant son identité derrière celle d'un simple prêtre. Donc, le film réinvente bien évidemment tous les personnages emblématiques de DC, hein. Le Joker qui sera qui sera cette fois incarné par Yoka, un prêtre devenu fou après avoir entendu la voix du dieu. Alors là aussi c'est compliqué. Huitzilopochtli. À tes souhaits. Voilà, merci. On aura Hernán Cortés qui jouera double face. Après, ça, c'est un personnage historique qui a vraiment existé, Hernán Cortés. Ah bon? Oui, c'est un conquistador extrêmement connu des livres d'histoire. D'accord, bah là dans ce comics, enfin dans cette série, dans ce film pardon, il jouera double face. Il aura le rôle de double face. Alors il y a bien évidemment Catwoman aussi, qui a un design d'ailleurs qui ressemble beaucoup à Black Panther. Il y a Poison Ivy, il y en a d'autres. Alors ce film est déjà dispo dans les salles au Mexique depuis le 18 septembre dernier et aux États-Unis depuis le 19 septembre. On envisage d'ailleurs une sortie en DVD, Blu-ray, etc. Prévue pour le 23 septembre. En France, on n'a toujours pas de date officielle, donc pas de VF annoncé. Mais clairement, on peut espérer en tout cas une sortie en VO en France ou en édition physique d'ici la fin de l'année. Mais je pense clairement que ça arrivera rapidement en VF. Hein. Quand on voit comment ça a été la folie pour les derniers DC Animated Movies. Et ça a été bien reçu la semaine dernière aux États-Unis ? Bah c'est ça, il y a les critiques sont totalement enjouées, ils sont à fond. Ils disent que c'est génial, qu'il y a la représentation culturelle, que c'est très bien. Bon, il y a bien évidemment quelques débats, mais ça, en ce moment, j'ai envie de dire, tout ce qui est culture minorité, ça fait parler aux États-Unis. Mais voilà, l'idée est là. Quoi en penser? Je pense que je vais essayer de regarder ça un peu dans la semaine, voir un peu ce qu'il en est, parce que c'est sorti hier, j'avoue qu'on n'a pas eu le temps encore de le regarder. On en fera peut-être un point rapide la semaine prochaine pour vous donner un avis, mais j'ai envie de dire pourquoi pas revisiter les classiques du super-héros en mode un peu réalité alternative. J'ai envie de dire ça se tente. On continue toujours chez Marvel, Laura, avec une pénurie d'acteurs. Alors attention, pas une pénurie, mais une déception néanmoins. Enfin, ça dépend pour qui, parce que moi, vous connaissez mon amour pour les Marvel. Du coup, je comprends un petit peu la polémique. En fait, Thunderbolt est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma, Les 4 Fantastiques également, et c'est pas des films qui ont fait beaucoup d'entrées. Alors certes, apparemment, ils étaient pas mal, j'en ai vu aucun des deux. Je sais que vous avez bien aimé Les 4 Fantastiques. Je sais pas s'il y en a qui ont vu Thunderbolt. Si, on l'a vu. Enfin, moi, je l'ai vu entièrement. Après, t'es pas endormi, c'est ça? Moi, je me suis pas endormi devant, donc je sais ce qui se passe. Oui, c'est vrai, Damien s'est endormi, j'avais oublié. Attendez. Ah, j'ai coupé vos micros, c'est dommage. Et donc Thunderbolt, il était bien, Damien, quand tu t'étais réveillé? Non, si, Thunderbolt était sympa. Alors, je trouvais un peu dommage le Taskmaster qui a été totalement rayé de la carte. Tant mieux. Oui, alors après, on va être honnête, le Taskmaster qu'ils avaient fait était totalement nul. Oui, parce qu'il s'éloigne du celui des comics, voilà. Mais sinon, en soi, le film était très très bien. Moi, je l'ai revu récemment. Il m'a mis la même claque que je l'ai vu au cinéma. Je trouvais que Sentry était plutôt bien réalisé. Exactement. Et moi, c'était ma grande peur parce que Sentry, c'est un personnage très très compliqué. Là, ils l'ont vachement bien réalisé. Ouais, en plus, ils ont pris le temps de le développer sur le film. On a vu toutes les facettes de sa personnalité. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Ils ont bien posé leur perso. Mais attends, tu l'as revu, il est déjà sur le site? Il est sorti en DVD, si je ne dis pas de bêtises, il y a au moins 2 semaines. D'accord, ok, je savais pas, je vais pouvoir le regarder. Donc tout ça pour dire que même si en effet les films a priori étaient plutôt pas mal, ils n'ont pas fait énormément d'entrées. On va dire que Marvel connaît une période pas très très facile. Il y a eu l'après-Covid qui n'a pas été fou, puisqu'il y a eu le gros bid des Éternels, tout le monde s'en souvient de celui-là. Ah ouais, mais il était nul. Voilà, il y a eu d'autres bids après, Ant-Man 3 qui a été une catastrophe aussi. Qui était nul aussi. The Marvels, les séries Disney+ qui vont avec. Et puis ils ont eu le souci notamment avec l'acteur qui jouait Kang le Conquérant, qu'ils ont dû
exfiltré très rapidement alors que toute la phase Marvel était censée être centrée sur Kang le Conquérant. Voilà, tout ça pour dire que Marvel en ce moment, ça vend pas du rêve et il n'y a pas que nous qui le savons, les acteurs aussi, et donc Marvel a apparemment beaucoup de mal à attirer de nouveaux acteurs pour ses films. Il se murmure, selon un magazine de Variety, que Marvel a beaucoup de mal à faire signer des nouveaux acteurs. Certes, les anciens sont encore là, mais que ça devient de plus en plus compliqué dû à toute cette histoire de Covid, des films qui font de moins en moins d'entrées. Donc, à voir si la tendance va se confirmer ou s'inverser, puisqu'il y a les sorties de 2 grands Marvel qui vont arriver fin 2026, à savoir Spider-Man Brand New Day et Avengers Doomsday. Et d'ailleurs, en parlant de pénurie d'acteurs, avec Spider-Man qui sort, il y a Tom Holland qui a dû arrêter le tournage en cours parce qu'il s'est blessé lors de cascades. Et donc là, le tournage, il est en arrêt. Donc même les anciens acteurs qui ont signé, eux, ils peuvent plus tourner. Il va pas rester grand monde. Mais d'ailleurs, est-ce que ce serait pour ça, à ce compte-là, que Dr. Doom est joué par Robert Downey Jr., alors que normalement, ça devrait être un personnage totalement différent? Ou est-ce que c'est une envie scénaristique? Voilà, c'est juste parce que tout le monde adore Tony Stark. Jr., bien sûr. Voilà, et du coup, ils ont voulu remettre l'acteur. C'était le débat qu'il y avait l'année dernière. Est-ce que c'était un aveu d'échec de Marvel en mode genre, bon, on sait que nos films n'étaient pas foufou, et regardez qui on vous remet, et en plus dans le rôle du méchant que vous aimez tous. Bah, moi, j'ai un peu vécu comme ça. Je l'ai vécu comme ça aussi. Un aveu d'échec. Donc, mais c'est étonnant quand même que des acteurs n'aient pas envie de jouer le rôle d'un super-héros. Enfin, je sais pas quoi. Marvel n'a pas la cote en ce moment. Des acteurs geeks, doit y en avoir plein qui, moi, je rêverais de jouer un super-héros, même le plus moisi. Mais je pense qu'ils veulent des grosses têtes d'affiche. Est-ce que tu es un bon acteur? Non, moi je suis pas un bon Garde acteur. ton téléphone à côté de toi, on sait jamais, Damien. Ah, attends, je regarde. Non. J'aurais essayé. Sabrina, à présent, on va partir également dans une franchise aussi très très connue. Finalement, on reste chez Disney, parce que avec cette annonce faite lors de la Star Wars Célébration, on a vu la première affiche du film Mandalorian et Grogu qui est annoncée pour le 20 mai 2026, et on a vu même la première bande-annonce. Alors, Star Wars va revenir au cinéma, on le savait déjà, on en a déjà parlé, après les flops des derniers films, notamment l'ascension de Skywalker, qui est pour moi qui est nul. Voilà. J'allais le dire en termes moins élogieux, mais c'est bien, nul comme terme. Et du coup, Star Wars, depuis quelques années, ça se développait en fait surtout en série et sur Disney+. Là, on va revoir encore une fois, du coup, Pedro Pascal au cinéma. Qui ça? Je ne connais pas cet homme. On ne l'a pas assez vu. C'est un type qu'on voit peu, je trouve. C'est un petit acteur de seconde zone, c'est ça? On devrait présenter chez Marvel. Alors, du coup, il va reprendre son rôle de Din Djarin. On va pouvoir évidemment Grogu. La bande-annonce, en fait, finalement, moi, je trouve qu'elle a posé un décor, mais elle n'a pas annoncé de trucs fifou. On a surtout vu du caméo, on a surtout vu des références. On a revu le Razor Crest, qui est le vaisseau qui était censé avoir été détruit après la saison 2 et qui revient dans la bande-annonce. On voit Grogu un peu faire ses bêtises et se balader. Ouais, faire son gros goût, quoi. Voilà, mais ça n'annonce rien de folichon. Je sais que Rodrigue l'attend avec impatience, ce film qu'il adore déjà. Oh oui. Alors, non, en vrai, plus sérieusement, c'est que moi j'avais été très très déçu par la saison 3, qui je trouve c'était que des quêtes annexes, et puis après c'était que toute la bataille sur Mandalore. Et on avait très peu vu Din Djarin et Grogu mis en avant, sachant qu'à la fin de la saison 2, normalement, Grogu était censé partir avec Luke, etc. Donc je ne vais pas vous faire toute la trame de la série. Donc c'est vrai que annoncer un film sur eux deux, on se dit est-ce que c'est pas un peu en mode genre on veut faire passer le public qui est attaché à ces deux personnages, mais attaché sur Disney+, pour les ramener à nouveau dans la salle de cinéma, plutôt que de faire un film beaucoup plus qui va attirer un public un peu mieux, qui était très attaché plutôt aux Jedi, à la Force, etc. Et je sais que l'un des prochains films d'avenir, c'est Starfighter ou quelque chose comme ça, qui va être avec Ryan Gosling. Et c'est pareil. Quel genre de public ils veulent toucher avec ça? C'est compliqué. Je pense qu'on s'éloigne un peu trop de la saga Skywalker avec les Jedi, la Force, que les gens étaient attachés. Et puis là, avec ce film aussi, il y a une volonté de réduction budgétaire. Enfin, le film, il se fait vraiment avec un souci d'économie financière. Donc, Ah oui, et puis avec la même technologie qui avait été utilisée dans les films, on le voit plus ou bien dans la bande-annonce, c'est qu'on va remettre à nouveau les personnages en marionnettes, très peu de CGI, etc. Donc ça peut être assez intéressant, mais en effet, c'est vrai que si pour toutes les scènes comme ça, ce soit que Grogu qui fait des petites bêtises... Ouais, c'est pas très intéressant. C'est ça. Mais d'ailleurs, alors pour se remémorer toute la partie Mandalorian, c'est entre quel et quel film?
C'est entre le numéro quoi et quoi? C'est parce que c'est pas la fin du 9, on est d'accord. Le 3 et le 4. Ah non, Non, c'est entre la six et la le première sept. trilogie, Oui. enfin la première, et donc la trilogie deuxième, originale, ouais. la trilogie Oui, c'est originale, 6 et 7. et la dernière qui est à oublier. Ouais, c'est ça, Moi, c'est j'ai entre du la mal. 6 et 7 en fait. Ouais, ça. et puis justement, ils y avaient fait référence pendant la série, puis on le voit à nouveau dans la bande-annonce, c'est que c'est les prémices de la Nouvelle République, etc. Donc, qu'est-ce que Jim Derry vient faire là-dedans? Moi, j'ai l'impression que c'est plus une saison 4, et plutôt que Oui. de la faire sur Disney+, Bah, ils la mettent sur grand écran. Tout comme le livre de Boba Fett, où Tout à clairement fait. c'était une nouvelle saison de Mandalorian. C'était une pré-saison 3. Oui, c'est ça, clairement. Tu vois, ça- puis même le flop d'Acolyte qui a pas été renouvelé pour une saison 2, enfin tout va, enfin il y a rien qui. Alors que c'est dommage, je trouvais qu'à Acolyte, il y avait des choses à faire. Bah non, mais je trouvais que c'était pas mal. Alors, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, ça, on est entièrement d'accord, mais il y avait l'idée. Ouais, et puis ce qui était bien, c'est que là, par contre, ils s'éloignaient totalement de la saga Skywalker, mais justement, on avait les Jedi qui étaient remis en avant, et justement, je trouve que si la série a marché, ils auraient pu faire des films sur cette période-là de l'histoire, quoi. Ouais, bon, en tout cas, on reste attentif à tous ces changements dans Star Wars et à toutes ces annonces. On continue l'entre du geek juste après ça. L'antre du geek. On est toujours ensemble jusqu'à 21h et on continue les news séries et films d'ailleurs avec Laura et un film que je sais pas trop ce que c'est. Je vais vous aider. Si je vous dis film de zombies, vous me dites? Shaun of the Dead. Oui, d'accord, mais le réalisateur? Je sais que c'est la trilogie du Cornetto, mais je ne sais plus. Non. Pas lui. Pas celui de Shaun of the Dead. Ah bah j'en sais un. Le papa des films de zombies. Romero. Oui, Romero, c'est bien. Oh, comme quoi. Tu vois, j'aurais pas parié un copec sur moi. C'est bien. Mais parie sur toi même un peu plus. Regarde Damien. le sourire fier du garçon là. Oui, bah attends. Vous le quand voyez même, pas, quoi. chers auditeurs, mais Damien est très très joie. Romero, quoi. Voilà, quand même. Voilà, donc oui, et ben parle pas de George Romero cette fois justement, on parle de sa fille Tina Romero, qui du coup reprend les rênes de son papa pour un premier long métrage qui va s'appeler du coup Queens of the Dead et qui donc est un film de zombies, comme son nom l'indique. C'est étonnant. N'est-ce pas? Alors, je vous explique un petit peu l'intrigue parce que ça a l'air vachement fun. Alors, elle s'articule autour de Dre, ou Dre, je ne sais pas trop comment on dit, propriétaire d'un cabaret en perdition, qui voit sa programmation vedette annulée à la dernière minute. Forcée de se rabattre sur la troupe régulière, elle tente de sauver les apparences sans savoir qu'une apocalypse zombie s'apprête à transformer la soirée en bain de sang. Ce qui débute comme un huis clos théâtral bascule rapidement dans le chaos quand une performeuse contaminée s'en prend aux clients. La salle se retrouve coupée du monde, envahie par des morts vivants. En gros, le pitch, c'est des drag queens qui vont casser la gueule avec des talons aux zombies. Ça a l'air fun. Bah, c'est clairement dans l'esprit de Shaun of the Dead et tout ça, quoi. Voilà, donc en fait, c'est Tina Romero qui reprend l'héritage de son papa, mais qui essaye de s'en démarquer un petit peu, plutôt en allant, elle, vers la comédie horrifique et Ouais, en faisant parce que- un truc vachement plus Parce que là, clairement, coloré. on n'est pas dans le côté très sérieux du zombie Non. qui C'est doit pas, survivre. a Là, priori, c'est pas le but. c'est A pas du priori, 28 jours c'est- plus tard, là. Non. Alors, Alors, je pense attention. qu'on va être plutôt dans de l'humour. Voilà, le Oui. but c'est d'être un petit peu plus fun. Mais voilà, c'est le premier long métrage du coup de Tina Romero, la fille de George Romero. Et donc c'est à voir, je pense. Et ça sort quand, ça? On a une date? Eh ben on n'a pas de date. C'est sorti le 7 juin de cette année au festival de Tribeca en avant-première, mais on n'a pas encore de date Ah, française. moi j'avais vu aux États-Unis que ça sortait le 24 octobre. Bah eux ils doivent avoir une date, nous on n'en a pas. Ah. Ouais, faut le voir, bon, ça arrivera vite, hein. Franchement, en France, je m'inquiète pas, ça arrivera très très vite. J'espère parce que ça a l'air fun. D'ailleurs, en parlant de film qui va sortir, Ouais, je sais pas si celui-ci sera aussi fun, mais on va parler de Tron Ares, qui est donc la suite directe de Tron l'héritage, et le troisième volet de la saga Tron, que tout le monde connaît comme étant un petit peu précurseur de l'intelligence artificielle au cinéma, en fait. bah, totalement. Merci, merci Walt Disney. Le film est prévu pour le 8 octobre 2025. On sait pour l'instant qu'au casting, on a Jared Leto, Greta Lee et Evan Peters. Jared Leto qu'on avait vu d'ailleurs dans Tron Legacy. Dans Tron Legacy, on le voyait dans l'héritage, Jared Leto? Bah, pour moi, oui. Je sais pas, je vérifie, vas-y. Il aurait fait quoi? J'en sais rien. Je te laisse chercher. Donc le synopsis, là cette fois, c'est l'étonnante aventure d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. Donc en fait, l'histoire est inversée. Alors, je dis n'importe quoi. Non, il n'était bien pas ce que dans. je pensais. Mais je l'ai vu dans quoi alors? Dans Je sais plus. plein de trucs. Jared Le- Leto. Non, mais avec un Mais pas là. espèce de kimono blanc dans un esprit. Avec un peignoir, peut-être Oui. dans le Joker. Morbius? Non, non.
Mais dans un truc très néon. Bref, bon, c'est pas grave. Et bah du coup, c'est pas ça. Donc là, voilà, Tron, ils ont décidé d'inverser la tendance. Là où les personnages avant allaient dans le programme, cette fois-ci, c'est le programme qui sort et qui se retrouve dans le monde réel. Ça peut être intéressant, ça. Voilà, à voir ce que ça donne. Par contre, on a appris que Gareth Englund, lui, par contre, il est dedans, qui jouait donc le fils de Kevin Flynn, Sam Flynn, voilà, ne reviendra pas dans le film, ainsi que Olivia Wilde qui jouait la nana qui l'accompagnait, et j'ai plus son prénom dans le film. Donc les deux ne reviennent pas, donc a priori ce sera une intrigue totalement différente. Par contre, a priori, on aura la présence de Jeff Bridges, le fameux Kevin Flynn en action bien sûr, indéboulonnable personnage. Faut juste espérer que ça ne devienne pas une franchise un peu à la Transformers, où au départ c'était sympa, t'avais envie de dire allez c'est cool, et où c'est vite parti en autre boudin. Là, j'ai envie de dire, Tron Ares, moi, me tente bien. Franchement, le Tron Legacy m'avait vraiment hypé de ouf. Le Ares me tente beaucoup. Cette idée d'incursion de l'univers virtuel dans le monde réel, c'est très intéressant, même si, bien évidemment, ça a été vu et revu 50 000 fois au cinéma. Mais bon, pourquoi pas, l'idée de Tron est très intéressante. Mais en gros, moi j'ai vu la bande-annonce, tout le monde veut voir les motos de Tron dans la totalement. Voir ce que ça donne. Donc moi j'aime bien l'idée du petit twist, parce que finalement, certes, Legacy il était pas mal, mais ça restait quand même assez un copier-coller du premier, quoi. Ouais, mais t'avais quand même... Oui, ça restait un copier... Oui, c'est vrai, c'était totalement copier-coller. mais avec aucun argument là. Non, mais si, mais c'est parce que je disais non, mais oui, en fait, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est juste que y a 20-30 ans d'écart presque. Oui, et que la technologie était pas la même, et que là, les visuels, ça n'a rien à voir, quoi. Non, les costumes étaient un petit peu mieux. Et que les costumes des premiers Tron, c'était méga cheap. Ouais. En même temps, on est en 85, je crois, pour le premier. C'est donc ça, c'était très très fort. Pour 85, c'était super fort. C'était très avant-gardiste. Tron Legacy, c'est quoi 2010 2010 j'aurais dit plus, tu vois. Mais je trouvais ça magnifique. Honnêtement, ça donnait cet esprit un peu comme on a maintenant dans des jeux comme Cyberpunk ou autre, ce côté un peu dark du côté électronique. Je trouvais ça sympa. Là, Ares, ça a l'air d'être dans ce même esprit. On va voir ce que ça donne. Le 8 octobre. On continue toujours avec cette fois une annonce au sujet d'un univers que nous connaissons tous bien. Ouais, on n'entend pas beaucoup le générique malheureusement. Et donc vous l'avez reconnu, 6 ans après la fin de Game of Thrones, l'univers continue de s'étendre, mais aucune visite à Westeros n'est prévue pour cette fin d'année 2025. En effet, le spin-off Knight of the Seven Kingdoms, alors je vais le faire en français, ce sera plus simple pour vous de comprendre ce que je dis, le Chevalier des 7 Royaumes, a été reporté en 2026. Bon, en fait, il ne faudra pas attendre extrêmement longtemps, parce que Casey Blay, le patron de HBO Max, a annoncé finalement que la diffusion est prévue pour janvier 2026, sans vraiment de date précise, mais il ne faudra pas attendre donc extrêmement longtemps. Et quitte à faire une annonce, il en a fait une deuxième pour annoncer que la saison 3 d'House of Dragon sortira en juin 2026, 2 ans après la saison 2, sachant que c'est une série qui comptera normalement 4 saisons. Et je n'ai jamais vu House of Dragon parce que j'avoue que moi la fin de Game of Thrones m'a totalement déçu. Ça fonctionne ça, House of Dragon ou pas du tout ? Oui, ça fonctionne. Il y a quand même... Oui et non, t'as pas l'air d'accord ? Moi personnellement j'avais adoré la saison 1. Il y avait un rythme, des gros enjeux, etc. Et en fait la saison 1 se finit sur un cliffhanger, je ne veux pas spoiler, mais où on se dit je veux tellement voir la suite. Et en fait la saison 2 elle met trop de temps à étaler ses intrigues et ses personnages. J'espère que la saison 3 va rattraper et que du coup on aura enfin un peu plus d'action, que ça va se bouger un peu plus. Mais ouais, j'attends avec impatience cette suite de cette série. Parce qu'on est d'accord que House of Dragon se passe avant les événements de Game of Thrones. Ouais, à peu près 200 ans, quelque chose comme ça. C'est au niveau c'est pas le moment du roi fou, non ? Targaryen. En fait, c'est avant le roi fou. C'est avant justement. Le roi fou, ok. En gros, si tu préfères, à ce moment-là, tu as les Targaryens qui sont à la tête du pays, donc c'est eux qui se tiennent Port-Réal, etc. Et du coup, en fait, il y a un schisme interne dans la famille qui fait que du coup, on va avoir ce qu'on appelle le clan des Verts et le clan des Noirs. Chacun va prendre parti, du coup, c'est une guerre fratricide entre eux pour se déchirer, tout ça pour le trône, en effet. D'accord. On continue toujours les annonces avec cette fois une série qui, je sais pas, me laisse dubitative. Est-ce que tu en as entendu parler déjà de Bad Femme ? Ouais, bof.
T'en as entendu parler ? Non. Non, parce qu'on en a parlé avant l'émission et t'en as pas entendu parler. Et c'est normal en fait, parce qu'elle est un peu passée sous les radars. En fait, Prime Video, c'est la plateforme sur laquelle sera lancée cette série animée, vient seulement de lancer la promo de cette série qui revisite en fait le film Batman et Robin de 97. L'idée c'est de faire la suite, je sais pas si là vous avez vu les garçons, Merry Little Batman, qui était en fait quelque chose qui était sorti pour Noël il y a quelques années. Donc c'est un spin-off qui est inspiré de cet épisode spécial Noël qui était sorti il y a 2 ans. Il y a un projet qui avait été validé, en 2023 du coup, qui a mis 2 ans à voir le jour et qui va donc sortir là au mois de novembre. Alors l'idée c'est de reprendre du coup l'intrigue Batman et Robin, mais de nous emmener dans un Gotham plus coloré, avec plus d'humour, avec des personnages plus décalés. On a ici Damian Wayne qui est encore Robin et qui souhaite de temps en temps être Little Batman quand papa est pas là et qui veut protéger Gotham contre les méchants. Alors les méchants qu'on verra c'est Dr. Freeze, Poison Ivy, Ra's al Ghul, qui seront présents dans cette série animée. Alors, moi, ce qui me fait peur, c'est cette envie qu'ils ont tout le temps de vouloir mettre du comique dans Batman. Batman, c'est pas comique. Batman, c'est sombre. Batman, c'est dur. Batman, c'est adulte. Oui, mais justement, regarde, tout à l'heure, tu parlais du Batman aztèque. Ça change. Et là, moi, la note d'humour me dérange pas plus que ça dans Batman. Après, je suis comme toi, je préfère vraiment le Batman sombre. Mais là, justement, c'est ce que Sabrina avait l'air de dire, c'est que c'est un hommage au Batman de Robin de 97. Donc c'était avec Mr. Freeze. Ouais, mais Oui. Attention, j'ai la Batcard et tout. il était nul celui-là. Je l'aime bien, moi, je l'aime bien. Tout pourri. Enfin, moi j'ai bien aimé étant gamin parce que c'était le c'est premier ça, film c'est Batman ça, que j'ai c'est vu, mais nostalgique. c'était nul. Enfin, Justement, en fait, il a envie de redonner hommage et de le retravailler et de le revaloriser parce qu'effectivement, le réalisateur, lui, il a beaucoup aimé, il est un peu comme toi, Rodrigue, et justement, il a envie de lui redonner un peu de place et d'hommage. Et puis aussi, c'est un animé qui est peut-être destiné plus à un public enfantin, et c'est aussi une première approche, une première découverte du personnage de Batman. Et c'est vrai que Batman, comme c'est un univers dark, quand t'es gamin, c'est un peu difficile à appréhender, alors que là, pour des enfants, c'est une première incursion dans l'univers Batman, où c'est plus facile sous le biais de l'humour de découvrir des méchants, et après, en grandissant aussi, de s'attaquer à l'aspect plus sombre. Ouais, mais il y avait le Batman des années 90 qui est fantastique, qui est mythique, qui était un dessin animé pour enfants, et pourtant il n'y avait pas d'humour, quoi. Oui, c'est vrai, mais quand tu regardes, je sais pas si à l'heure actuelle les séries Batman ont encore cet aspect sombre, tu vois. Je sais que tu le parlais tout à l'heure quand tu parlais du Batman aztèque, mais c'est vrai que quand tu regardes la plupart des films d'animation Batman, ils sont encore assez sombres. Un que j'avais bien aimé récemment, c'était celui où ça se passe à l'époque victorienne, où il traque Jack l'Éventreur, etc. Gaslight. Ouais, exactement. Et c'était excellent, ça c'était bien, mais je pense que ça s'adresse vraiment à un public adulte, alors que c'est l'animation. Alors que là, je pense qu'ils veulent toucher un public, peut-être en effet, comme Sabrina disait, plus enfantin. Après, j'ai pas envie non plus que ça fasse comme pour Teen Titans. Je suis désolé, moi j'ai adoré la série Teen Titans, la très première. cartoonesque. La première série Teen Titans pour moi était géniale, j'adorais, je ne loupais pas un seul épisode quand ça passait à la télé. Et ils ont sorti Teen Titans Go, où clairement j'ai zappé direct. Ça m'a donné envie de vomir parce que c'était très cartoon et j'ai pas envie du cartoon, quoi, en fait. Si je veux voir un cartoon, je vais voir un Looney Tunes, je vais voir un Mickey, mais je vais pas voir un super-héros. Je trouvais qu'on peut faire du comique, bien évidemment, on le voit dans des séries ou dans des films, on peut faire du comique avec du super-héros, mais il faut pas non plus que le comique prenne le pas sur le côté super-héros. Je trouve ça dommage. Sinon. Après, je pense que du coup, c'est une offre diversifiée. Toi, tu vas chercher un aspect dark, un aspect mature, un aspect d'un Batman torturé. C'est ce que tu aimes bien chez ce personnage. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être plus enclins à rompre, surtout à l'heure actuelle, avec quelque chose de très dark pour aller vers quelque chose de plus léger. Et c'est en fait en fonction des sensibilités et des envies de chacun. À voir, oui. T'as une date de sortie pour ça ou pas du tout ? Oui, je l'ai dit, c'est novembre 2025. Novembre 2025. Donc on verra, on en reparlera en novembre 2025. Restez connectés avec nous dans l'Entre du Geek, on en reparlera. À présent, on continue cette fois dans les séries animées, mais tout de suite sur une autre plateforme. Alors là, on part sur une série qui vient d'arriver sur la plateforme Netflix, c'est Antidotel. Alors cette série d'animation, elle comprend 10 épisodes pour le moment de 25 minutes. Peut-être qu'il y aura une saison 2.
Alors, cette série, elle est réalisée par Matt Roller, et peut-être que certains d'entre vous le connaissez. Rick et Morty. Exactement. Pour Rick et Morty, évidemment, pour la série aussi Community. Donc, on connaît tous son humour très geek, très référencé, souvent dans Rick et Morty irrévérencieux. Ah, c'était génial. C'est génial. Oui, c'est forcément génial. Là, forcément, ça s'adresse à un public adulte et pas enfant, on est d'accord. Avec Antidotel, on est sur quelque chose de plus, je dirais, dans l'humour mainstream. C'est peut-être ce qui est un peu reproché à la série. Alors, pour faire le pitch, on est dans un truc entre Hotel Transylvania et la série Ghost, qui a été adapté dans pas mal de pays. Alors, c'est quoi le principe ? C'est que c'est une mère de famille qui récupère un hôtel hanté par des fantômes, des créatures diverses. Elle récupère à la suite de la mort de son frère, qui est un des fantômes qui habite l'hôtel. Elle est avec ses 2 enfants, donc son fils aîné qui est un peu naïf et qui a une relation avec un petit fantôme. La sœur qui est très intelligente, la jeune sœur, mais qui aime la magie noire et tout ce qui est un peu... les fantômes, elle connaît, elle adore ça, elle veut fouiller les fantômes et leurs cadavres. Elle aime tout ce qui brille, surtout. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un démon qui habite le corps d'un enfant du 18e... du 18e Abaddon. Donc tout ça cohabite dans un fantôme. Il y a à chaque épisode une intrigue, une créature et ça permet au fil des 10 épisodes de aussi voir se tisser les liens, enfin les relations entre les différents membres de la famille et découvrir un peu l'histoire de chacun. Alors c'est clairement un mélange entre Ghost, comme tu disais, alors pas le film avec Patrick Swayze, bien évidemment. Ghost, je sais plus comment c'est le sous-titre. Il y a un sous-titre. Je sais plus, mais c'est Fantôme. Fantôme à louer ou un truc comme ça. C'est un peu ça. Enfin voilà. Donc Ghost et Rick et Morty. On prend ça dans un checker, on mélange, ça donne Antidotel. Et clairement ça. Alors on n'a pas bien évidemment, on a la patte graphique de Rick et Morty. C'est exactement pareil, mais c'est génial. Franchement, c'est génial pour les fans de Rick et Morty. Franchement, allez-y, vous allez vous éclater. Ça a son petit goût là, ce petit goût de référence qu'on aime bien à chaque fois. Il y a toujours une référence, il y a toujours un truc. Et c'est génial. Bon, par contre, clairement, c'est pas à montrer à des enfants. C'est pas à montrer à des enfants, mais ça reste quand même très accessible. On n'est pas dans quelque chose Rick et Morty, moi j'adore personnellement, mais voilà, c'est un humour qui va loin, qui est un peu trash. C'est âme sensible s'abstenir, je pense. Là, c'est quand même accessible à un public très large. Et d'ailleurs, c'est ce qui peut être reproché parfois, parce qu'on s'attend forcément à quelque chose du même acabit quand on voit le nom du réel. Là, on est sur quelque chose de très sympathique, mais quand même beaucoup plus soft que ce qu'il nous a offert avec Rick et Morty. Donc, Haunted Hotel sur Netflix. Les 10 premiers épisodes sont sortis là. Il n'y en a que 10 pour le moment, parce que c'est la saison qui comporte que 10. À voir s'il y a une deuxième saison qui est prévue. Après, Rick et Morty, c'est des saisons de 10 épisodes aussi. Donc, c'est absolument pas étonnant. On vous le conseille en tout cas. C'est approuvé par l'équipe de l'Entre du Geek. Et on se retrouve tout de suite après ça. L'Entre du Geek. La review comics. On est toujours ensemble dans l'Entre du Geek jusqu'à 21h et il est temps maintenant de passer à la review, à l'instant comics. Et notamment, Sabrina, tu vas nous parler d'une série que nous connaissons très très bien autour de la table. Ouais, je décide de me coller un peu aux comics, même si je suis devant à la table 2 experts dans le domaine. Bienvenue parmi nous. Oui, mais je commence à en lire un peu, donc... D'ailleurs, attention, parce que là, il faut savoir que tu vas nous parler de quelle franchise ? Alors justement, j'y viens. Alors côté cinéma, on voit que les X-Men reviennent petit à petit. Il y a un film X-Men aussi qui a l'air de se profiler, donc j'en sais pas plus. Mais côté comics, on a le retour des X-Men avec Age of Apocalypse, qui est sorti pour le premier volume le 10 septembre, donc le deuxième numéro sortira au mois de novembre. C'est X-Men of Apocalypse Alpha numéro 1 qui est sorti aux États-Unis sous le crayon et l'écriture de Jeff Leb et Simone Di Meo, qu'on connaît tous très bien. J'adore Simone Di Meo. Moi j'allais dire plutôt que j'aimais bien Jeff Loeb. Ah ouais, c'est vrai que les deux sont bien. Mais Simone Di Meo, c'est celui qui a fait les Power Rangers. Exactement. Et c'est pour ça que je le connais. Et donc là, avec ce X-Men Age of Apocalypse, on est dans une époque alternative. Alors je vous lis un peu
le pitch, les X-Men Apocalypse sont irruption dans l'univers Marvel. On est dans un futur dystopique, donc dans une réalité alternative. C'est l'univers 616, si je ne me trompe pas. C'est ça. Qui est né de la mort de Charles Xavier, qui a été tué par erreur par son fils. Et donc, tous ces X-Men vont... Donc, c'est avant que l'école du professeur Xavier soit créée. Et ils vont être sous la houlette de Magneto. Et afin de libérer leur terre du monde cruel d'Apocalypse, ils sont prêts à sacrifier leur existence même. En fait, c'est ce qu'ils pensent. Dans cette histoire, les X-Men ont la capacité, il me semble, de voyager dans le temps et l'espace, si je ne me trompe pas. Donc, ils vont mettre tout en œuvre pour sauver leur univers. Parmi les X-Men qu'on découvre, il y a X-Man qui va être le personnage très important de cette histoire. Peut-être que Rodrigue, lui, il en sait un peu plus sur ce X-Man. Oui, c'est Nate Grey, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Nathanael Grey de son nom complet, ouais. Attends, Nathanael Grey, c'est par rapport à Cable aussi qui est un Grey. Alors, ouais, Cable avant qu'ils deviennent Cable dans d'autres histoires. C'est ça, oui, c'est ça. Parce que du coup, si je dis pas de bêtises, le X-Men Apocalypse là qui est en train d'arriver, c'est la suite de X-Men Apocalypse qui avait déjà été sorti il y a des années avant. Ouais, c'est ça, qui date de 95. Exactement. Et du coup, en fait, ils vont reprendre une base de cet univers-là pour du coup l'incorporer dans l'univers 607, donc la Terre classique des comics. Donc là, clairement, ça s'adresse aux connaisseurs ou pas ? Je pense qu'il faut quand même... Je pense qu'il faut une base, mais ça peut être un point d'entrée pour ceux qui auraient lâché un peu les X-Men pendant un moment, ça pourrait être un point d'entrée pour reprendre un peu la franchise, si j'ai bien compris. Oui. Je pense que c'est comme toute nouvelle série, c'est soit tu es un gros fan boy de base et du coup tu connais un peu toute l'histoire, tu as vu le truc qui est sorti en 95 et donc tu sais qu'on est dans un crossover avec une continuité, soit tu prends ce nouveau volume pour une histoire nouvelle et t'as pas forcément besoin ou la curiosité de voir ce qui s'est fait avant parce que l'histoire elle peut se comprendre seule avec le nouveau la nouvelle histoire en cours. Après c'est le souci dans les comics, c'est que si on veut vraiment tout comprendre, on est obligé de tout lire. Le problème, c'est que déjà tout lire en français, c'est compliqué puisque tout n'est pas sorti en français. Il y a beaucoup de choses qui restent uniquement en VO. Et puis surtout chez Marvel, où c'est un bordel monumental, on va être honnête. Ouais, parce qu'il y a toujours des continuités à droite à gauche. Et puis le comics en lui-même, il date. On t'entend plus trop. Essaye de... Voilà, reprends. Est-ce que c'est mieux ? Je sais pas, mais vas-y, on ça a l'air d'être mieux là. Comme disait Sabrina, c'est que c'est un comics qui date de 85, donc en effet, beaucoup de nouveaux lecteurs n'étaient pas nés à ce moment-là pour pouvoir le lire et se mettre à fond dans l'histoire. Ouais, donc on verra bien. On continue toujours les moments comics avec notamment Rodrigue qui va nous parler de du comics qu'il a lu récemment. On est d'accord que j'ai absolument foiré mon lancement, que je n'arrivais pas à trouver mes mots. Voilà. Mais ça va, on va te pardonner. Est-ce que Rodrigue veut pas mon micro des fois au cas où non, vas-y Rodrigue. Est-ce que tu m'entends là ? Oui, très bien, vas-y. On est bon. En effet, je vais vous parler d'un comic que j'ai lu récemment, c'était Fantastic Four, l'histoire d'une vie. Cet été est sorti du coup en effet le film Fantastic Four First Step, du coup avec le fameux Pedro Pascal chez Marvel Studios. Et pour le coup, du coup, en général, Marvel réédite beaucoup de comics pour coller à l'actualité de leur film. Et du coup, cette fois-ci, ils ont décidé de rééditer en format poche, donc à moins de 10 €, l'excellent Fantastic Four, l'histoire d'une vie que tu as également lu, Damien, récemment. Exactement. Après, moi, je l'ai lu en format cartonné. Oh là là, voilà. Il veut se la péter. Non, c'est pas ça. C'est parce que, justement, ça, on reparlera après de... justement, on va en reparler. C'est que du coup, la première fois qu'il était sorti, c'était en 2021. Donc du coup, le fameux format cartonné, qui était du coup, je crois, une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Et du coup, maintenant, Marvel a volonté de rééditer beaucoup de leurs anciens récits qui ont marqué l'histoire à des formats poches et abordables, du coup, en effet, pour les nouveaux lecteurs qui n'avaient pas pu l'avoir à l'époque. Et du coup, celui-ci était écrit par Mark Russell, qui a écrit God is Disappointed You, que je n'ai pas lu, mais par contre il est accompagné au dessin de Sean Isaacs, que lui j'avais déjà vu sur la série Captain America de Nack Spencer, et qui a également fait les dessins de la série Fantastic Four de Dan Slott. Ouais, donc un mec qui s'y connaît, quoi. C'est ça. Alors l'intérêt du coup de ce format poche, c'est que du coup c'est un très bon point de démarrage, parce que du coup moi pour le coup j'ai toujours envie de lire un peu les 4 Fantastiques, mais bon après plusieurs années de publication, parce que du coup le premier volume date de novembre 1961, j'étais pas né à l'époque, qui avait été écrit par Jack Kirby et Stan Lee, et c'est compliqué du coup de commencer à se lancer sur les 4 Fantastiques quand ils ont affronté 150 fois le Docteur Doom ou encore Galactus, quoi. Et encore 150, c'est gentil, hein.
minimum, sans compter les crossovers, ou sans compter... Sans compter l'homme taupe, sans compter le penseur fou. Exactement, voilà. on pourrait énumérer un tas de méchants, un tas de crossovers, un tas d'histoires qui sont partagées avec les X-Men ou les Avengers. Et du coup, l'avantage de ce format-là, c'est que du coup, en 2020, Marvel avait déjà fait pour la première fois Spider-Man Life Story, qui retrace du coup l'histoire de Spider-Man qui lui vieillit du coup normalement de son origin story à aujourd'hui. Donc un chapitre égale une décennie, et du coup 1 an après ils ont décidé de renouveler l'expérience avec les 4 Fantastiques. Donc du coup j'imagine que ça colle à peu près dans le même style que ce qu'il y avait avec Spider-Man. Exactement. Et du coup un chapitre est égal à une décennie, donc du coup on a leur évolution sur une dizaine d'années, une pause, une ellipse, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup le livre est assez rythmé, chaque chapitre apporte son lot de nouveautés, on revoit le statu quo des 4 Fantastiques à ce moment-là. Sachant que du coup au tout début, du coup qui dit Origin Story dit première expérience pour les 4 Fantastiques. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, en fait, ils ont une mission spatiale. Ils décident de partir dans l'espace et du coup, c'est comme ça qu'ils vont choper leur pouvoir. Mais lors de cette expérience, il va y avoir un petit problème, c'est que Reed va avoir une vision qui va l'obséder jusqu'à la fin de ses jours. C'est que Galactus arrive. Mais ça, c'est le gros... Après, ça, c'est un point, on est d'accord, qui est valable dans toutes les origin story de 4 Fantastiques ou pas du tout ? Pas du tout. C'est que du coup, de base, dans l'origin story telle qu'elle est, c'est que du coup, ils ont leur expérience, ça foire, et du coup, ils reviennent sur Terre, ils ont chacun leur pouvoir. Donc, Reed Richards, lui, devient élastique, sa femme, elle devient invisible, son frère Johnny, du coup, lui, devient la torche humaine, et du coup, peut se transformer en flamme, et du coup, son meilleur ami, Ben Grimm, lui, devient la chose, et du coup, un homme composé de roches. D'accord. Sauf que là, du coup, dans Life Story, c'est que du coup, dès le premier chapitre, ils vont dans l'espace, ça se passe mal, et en fait, à ce moment-là, l'onde qui va leur donner leur pouvoir va toucher Reed et va lui lancer un message, c'est que Galactus arrive, et du coup, ça va l'obséder, et quand il revient sur Terre, et qu'il explique à ses compagnons ce qu'il a vu, personne ne le croit, et il va essayer de tout faire pour prouver et protéger la Terre, que du coup, Galactus arrive, et tout au long de l'album, plus les années passent et plus Galactus en effet se rapproche de la Terre. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a aussi une différence, je trouve, qui est que dans l'origin story de base, les 4 Fantastiques, c'est un incident cosmique qui leur donne les pouvoirs. Là, c'est l'incident cosmique, mais aussi et surtout l'invention de Reed Richards qui a provoqué une sorte d'explosion, puisque c'est un carburant d'antimatière qu'il y a dans la fusée, qui est pas très stable, et du coup, en fait, Reed Richards se retrouve avec une culpabilité encore plus grande. Oui, c'est ça, c'est qu'il s'en veut déjà d'avoir mis en danger ses compagnons. Et du coup, en fait, et puis là, même entre eux, du coup, même Ben Grimm, du coup, là, qui est pourtant, on le connaît, le grand copain de Reed Richards et qui sont toujours main dans la main et qui vont soutenir, là, Ben, il lui en veut. Oui, bien sûr. Déjà, ça avait été mis en avant sur précédente histoire de 4 Fantastiques où du coup, il se sent responsable de ce qui est arrivé à son équipe, mais là encore plus, parce que du coup, comme il y a la menace qui pèse au-dessus d'eux, de Galactus qui arrive, lui il se dit attends, je les ai mis en danger, je leur transmets des pouvoirs, son meilleur ami devient un homme roche et du coup c'est irréversible, et en plus il y a une grosse menace qui va venir s'en prendre à la Terre. Oui. Du coup, en ce qui concerne l'histoire, comment ça se passe, j'imagine que ça doit pas être non plus, doit pas y avoir pléthore de personnages. Non, on va voir les personnages classiques qui gravitent autour d'eux. Donc déjà, du coup, il y a les 4 membres. On voit plusieurs fois Dr Doom, on voit le penseur fou à un moment. On va voir les présidents qui vont s'alterner et succéder, merci. Au fur et à mesure des années, on va avoir quand même présence de certains, je sais comme moi, on voit Spider-Man, on voit Iron Man. On voit Captain America, Namor, tout ça. Il y a toute une trame aussi avec le Wakanda, parce que je spoil un petit peu, mais un peu plus tard, ils vont avoir un enfant. Leur enfant va grandir du coup au fur et à mesure des années. Il va avoir une liaison avec une femme qui travaille au Wakanda, une scientifique, etc. Donc voilà, c'est que des personnages qu'on connaît, et sans avoir au préalable besoin de connaître leur histoire, tout est amené de façon très délicate dans l'histoire, où du coup on t'explique, voilà, c'est tel personnage, il connaît un tel, etc. Et hop, on passe tout de suite à autre chose, et en fait ça reste très ancré dans l'univers Marvel, mais derrière on suit quand même une histoire plus intimiste autour de Reed et de ses conséquences de cette mission et du traumatisme qu'il a d'avoir vécu ça dans l'espace. Donc clairement, c'est une porte d'entrée parfaite pour quiconque veut se mettre aux 4 Fantastiques. Ça permet d'avoir une histoire de base qui va raconter un peu les grandes lignes des 4 Fantastiques. Exactement, surtout si vous avez aimé le film. C'est que du coup, au début du film, on n'a pas besoin de vous réexpliquer l'origin story telle qu'elle. Et là, séparé dans l'histoire, il y a l'incident, et paf, on passe tout de suite à autre chose. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir lu 15 000 histoires ou avoir vu 50 000 choses autour des 4 Fantastiques, ce qui est le problème en effet des continuités Marvel à l'heure actuelle. C'est que du coup, si on ne connaît pas tout, c'est compliqué de se lancer dedans. Alors que là, en fait, le livre lui-même, il est pensé pour être un one-shot, et du coup, vous pouvez le lire sans connaître spécialement les 4 Fantastiques ou en ayant juste vu le film, et en fait, vous allez reconnaître les personnages et pouvoir vous lancer dedans. D'ailleurs, on est d'accord que l'histoire du film s'inspire grandement de ce 4 Fantastiques. Oui, bien sûr.
Parce que là, on voit des similitudes énormes. Déjà, le fait qu'il n'y ait que Franklin Richards. Oui, parce que du coup, normalement, il a une sœur, je ne sais plus comment Valeria. Valeria, voilà ça. Et normalement, c'est les deux enfants Richards sont juste fantastiques. Pardon, vous n'avez même pas fait exprès sur celle-là, j'ai même pas fait gaffe. Voilà, je vais la faire. Oui, Sabrina, tu... Ah non, rien. Moi, je remettais mon micro en place. J'ai cru que tu voulais dire un truc. Non, oui, j'avais une question, mais je vous laisse avancer dans votre... Moi, par contre, justement, tu disais en début de chronique que là, toi, tu as lu le format poche. Est-ce que ça pose un problème ou pas, le fait que ça ne soit pas en grand format, comme moi, j'ai lu en grand format? Non, pas du tout, parce que du coup, l'avantage du format poche, c'est que du coup, il a petit budget. Donc, c'est vrai que pour se lancer dans le comics, c'est bien plutôt que de se dire, alors, j'arrive en rayon, il y a tous les gros formats, ils sont à 30-40 €, voire plus. Et bah là, en fait, vous avez juste un petit format poche, histoire complète, et en plus, pour du coup, moins de 10 €. Ouais, c'est vrai que c'est pratique, et encore une fois, ça c'est une super idée qu'ils ont eue. Alors, à la base, c'est Urban qui faisait ça, Ouais, exactement. avec les formats nomades. Là, Panini a eu la magnifique idée de Ça faire doit faire à peu près 2 ans qu'ils font ça, c'est les formats poche. Donc, de fois, soit vous avez du coup des one-shots, du coup, vous achetez juste le livre, il est complet, soit en 2 voire 3 tomes grand maximum. Vous avez des formats qui racontent toute une histoire complète, donc ce qu'on appelle un run. Et du coup, à moins de 10 € chaque tome, donc ce qui permet du coup d'avoir une collection assez fournie, de toucher à un peu tout, plusieurs histoires, plusieurs héros, pour des petits budgets. Ouais, donc vraiment, c'est parfait. On vous le conseille en tout cas dans l'Entre du Geek, puisque nous, on l'a lu. Oui, Sabrina. Ouais, là, je lis le résumé et je vois que ça se passe sous fond de guerre froide, avec la course aux étoiles, etc. Est-ce que c'est vraiment présent dans l'histoire? Oui, parce que comme au début, la mission qu'ils ont dans l'espace, ça se passe dans les années 60. Du coup, il y a ce conflit d'être le premier à aller dans la conquête de l'espace, etc. Et du coup, au début, on lui refuse sa mission. Et ensuite, lui décide de prendre lui-même les devants, se dire je veux faire ma mission, moi je veux aller dans l'espace. Et en fait, c'est comme ça qu'il recrute sa femme, son frère et du coup son meilleur ami. Et c'est comme ça qu'il les met en danger. Et du coup, c'est de là vient surtout sa culpabilité. Alors, c'est vrai que là, j'y pense, on a beaucoup parlé de l'histoire. On n'a pas parlé non plus des graphismes. Les graphismes sont plutôt clairs. C'est pas du dessin où ça part dans tous les sens, on a du mal à comprendre. Là, c'est de la ligne claire, je trouve. Oui, c'est que les dessins sont assez épurés. Moi, c'est plus le terme là que j'aurais utilisé. Oui, c'est que épuré, du coup, pardon. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de couleurs flashy. Déjà, qu'on le voit sur la couverture. Oui. Je sais que toi, tu as la version cartonnée. Il me semble que c'est pareil, c'est des couleurs assez pâles. Et du coup, c'est pareil sur le format poche. Et en fait, vous allez retrouver ça à l'intérieur. Moi, je trouvais ça très lisible. C'est exactement la même couverture que sur le format, comment t'appelles ça poche, voilà, c'est exactement celui que tu as dans la main, justement. C'est vrai qu'on aurait pu prendre une photo, on aurait pu le mettre sur les réseaux, mais bon. Voilà, donc on le conseille vraiment, Les 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie qui vaut son pesant de cacahuètes. Oui, tout à fait. Non, excusez-moi, expression non utilisée depuis beaucoup trop longtemps. Depuis 1960, justement, Les 4 Fantastiques. C'est ça, on reste dans le thème de la guerre froide. Mais c'est vrai que, comme le disait Sabrina, ce qui est pratique, ce qui est intéressant, en tout cas pour les fans d'histoire, c'est que ici, ce comics va suivre, en fait, en image de fond, il y aura également l'histoire de la guerre froide, etc., qui sera là, qui sera extrêmement présente, puisque Reed Richards va essayer de trouver des solutions pour protéger la planète de Galactus. Mais on va lui dire non, mais il faut pas protéger la planète de Galactus, il faut protéger la planète les États-Unis, des soviétiques. C'est ça qui est assez marrant quand on y pense. Ouais, c'est pour ça qu'en fait c'est un peu un paria dans l'histoire, parce que du coup tout le monde sait laisse-nous tranquille les Galactus, tu veux pas régler ça plutôt, regarde là on est attaqué par là, et puis du coup comme les années elles passent, du coup les conflits s'éternisent un peu, et lui il est en mode non mais en fait il y a plus gros qui arrive, et du coup c'est vrai que c'est un impact quand même dans l'histoire, et c'est pour ça que du coup à un moment il y a même une séparation dans sa famille, il va se séparer de sa femme. Les 4 Fantastiques vont se séparer eux-mêmes, ils vont se remettre ensemble que dans plusieurs années. Je sais que, sans dire qui, il y a un membre de l'équipe qui va mourir, et du coup, c'est un gros impact à nouveau encore dans l'histoire. Et puis même, il arrive vraiment des choses. Alors là, clairement, comme on disait, c'est une histoire unique. Là où d'habitude, en fait, le principe dans les comics, c'est qu'une histoire ne change pas grand-chose pour que n'importe quel auteur puisse reprendre derrière et refaire une histoire. Là, on est dans un one-shot pur et dur. Oui, c'est ça, parce que du coup, à la fin, volume, puisqu'il n'y a pas de. Non, puis surtout, c'est qu'à la fin, les personnages, c'est entre guillemets des vieux papis, donc c'est dur de faire une suite à ça, quoi. Vieux papis, oui, ça c'est clair, on est vraiment ici dans l'EHPAD. plus. Non, mais c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que, comme tu le disais, c'est qu'on voit même Spider-Man, tout ça, Captain America qui vieillissent aussi. Exactement. Et est-ce que, justement, je me posais la question, là, il nous reste encore quelques dizaines de secondes avant de passer à 20h. Est-ce qu'il y a, à part Spider-Man et 4 Fantastiques, est-ce qu'ils ont renouvelé un peu ce format-là de faire une histoire? Non, pour l'instant, non. Et ça... Moi, j'aimerais bien, parce que du coup, ça permet d'avoir un bon démarrage pour des personnages qu'on aimerait bien, et de les voir
évolué au fur et à mesure des années sans avoir besoin de se dire bon alors il faut que je parte sur Spider-Man par exemple, il a commencé dans les années 60, il faut que je me tape plus de 40 ans d'histoire alors que là... Après il y a l'univers Ultimate, exactement. mais ça l'univers Ultimate c'est aussi notre histoire, on vous en reparlera, ça c'est sûr, dans l'entre du geek. En tout cas, merci Rodrigue pour cette première review des 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie. C'est l'entre du geek. Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Vous êtes toujours sur Happiness dans l'entre du geek, il est 20h. Happiness Radio, votre radio locale. L'entre du geek sur Happiness. On est toujours ensemble dans l'entre du geek jusqu'à 21h. Il est temps maintenant de passer à la partie tech de l'émission. L'instant tech. Sabrina, tu as une news à nous donner au sujet de toute cette nouvelle technologie qui arrive. Bah c'est vrai parce que... Et en même temps, j'ai un peu de nostalgie, c'est parce qu'on a beaucoup parlé Marvel ce soir, encore avec Rodrigue et les 4 Fantastiques. Ça me fait penser à ce brave Stan Lee qu'on avait l'habitude de voir dans les nombreux films, apparaître en caméo. C'était toujours l'instant qu'on recherchait dans les films. Et puis, il avait l'habitude de se rendre dans les conventions geeks, les différentes Comic-Con, notamment celle de Los Angeles, qui va avoir lieu ce week-end. Et comme il y a pas mal de gens nostalgiques de Stan Lee, il y en a qui ont eu une idée, comme ceux qui ont l'entreprise IA Cartoon Studio, qui a les droits sur les audios, l'image de Stan Lee, et qui ont décidé de le faire revenir ce week-end. Alors, il va pas descendre des cieux pour revenir sur Terre. Non, ils vont faire quelque chose de beaucoup plus glauque. Ils vont utiliser un hologramme de Stan Lee. On aura le droit d'aller se prendre en photo avec cet hologramme pour $15-20. Et puis, on aura même le droit, grâce à toutes les images et tous les archives d'interview, de discuter avec ce brave Stan Lee pendant 3 minutes. Ouais, c'est super glauque, je trouve. Je trouve que c'est horrible de faire ça, en fait, de remplacer un être vivant qui ne l'est plus malheureusement par une IA. C'était déjà un peu fait au cinéma. Il y avait eu le même débat il y a quelques années avec Carrie Fisher qui était revenu. Ils avaient réutilisé son image pour Star Wars. Là, ça me dérange encore plus. Tu vas à une convention pour aller voir un hologramme de quelqu'un que tu aimes beaucoup, mais qui est décédé. Moi, je trouve que ça... Où est la limite, quoi ? Ça ouvre la porte à des trucs, mais va falloir qu'on fasse très très attention, parce que là... on avait eu un délire comme ça en France, alors pas du tout geek, avec Thierry Ardisson, qui avait fait une émission comme ça, où il interrogeait des personnes décédées, justement, avec des images d'archives, etc. Donc on est un peu dans le même délire. Et effectivement, c'est assez dérangeant. Alors, je pense pas que moralement Stan Lee aurait été contre, en vrai. Non, parce que Stan Lee était un mec qui cherchait le fric, on va être très honnête. C'était pas forcément un type bien. Mais c'est toujours dérangeant d'utiliser les gens décédés, d'utiliser à des fins financières, pécuniaires. Laissons les gens être opposés. C'est-à-dire que on ouvre une brèche, effectivement, comme le dit Rodrigue, à utiliser finalement les images de n'importe qui une fois qu'ils sont décédés, et comme la personne ne peut plus dire non, on le fait, quoi. Oui, ça, n'importe qui, surtout n'importe quoi. Parce que là, moi aussi, ce qui me dérange, c'est que on va faire payer des gens pour juste aller voir une IA. Ouais. C'est ça qui est dingue. Pour discuter avec pendant 3 minutes. 3 minutes, ouais. Donc du coup, on peut imaginer très bien que d'ici que la technologie se développe et autres... Non, c'est Marvel, c'est pas d'ici. Ok, pardon. Voilà. Vas-y, retourne-toi, Sabrina. En effet, je pense que là, tu peux avoir honte. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, je trouve qu'il va falloir qu'on fasse attention, parce que techniquement, il pourrait faire en sorte d'avoir plusieurs Stan Lee à plusieurs endroits différents. Et du coup, en fait, ça perdrait... clairement, je trouve qu'il y a un côté malsain, quoi. Moi, je repense à quelque chose. Il me semble qu'il y a quelques années, Stan Lee apparaissait sous forme d'affiche maintenant dans les films, une fois qu'il avait été décédé. Je crois que ça avait posé problème sur Deadpool ou quelque chose comme ça. Et du coup, je sais que la famille avait dit c'est pas cool d'utiliser encore son image, laissez-le tranquille, il est décédé, etc. Et maintenant, il y a l'IA. Après, moi, le fait de mettre une affiche ou une photo, ça me choque pas, parce que c'est un hommage. Oui, je suis d'accord. Mais ça avait posé problème à la famille, il me semble, à ce moment-là. Et là, l'IA, ça leur pose pas de problème. C'est ça. Moi, je sais s'il y avait autorisation de la famille, surtout. Forcément, ils sont obligés. C'est pas ce que j'ai lu, parce que c'était une annonce de Hollywood Reporter. Mais je crois que tout ce qui est interview et autres, en fait, c'est sous la possession d'une entreprise. Et du coup, comme l'entreprise détient les droits d'utilisation, elle le fait...
sans le consentement de la famille. Ah Je bon, pense, en tout cas, je sais pas. Ce que je sais de façon sûre, c'est que les droits sont possédés des interviews, etc., qui vont être utilisées ce week-end pour les 3 minutes par fan. C'est sous la possession d'une entreprise qui va les utiliser ce week-end. Ah ouais, donc en fait c'est ça, ils ont utilisé ce qu'il a dit en interview pour pouvoir répondre. En fait, comme il y a des décennies d'interviews, Oui, de ça... présence, en fait, il y a facile avec l'IA de construire une conversation comme ça avec n'importe quel fan. Ouais, mais c'est pas naturel. Enfin, moi, ça me dérange. Quoi. Oui, bien je suis sûr. d'accord. Je trouve ça dingue, surtout qu'en plus dans les conventions, généralement, ce qu'on cherche, c'est ce côté naturel. Ouais, c'est ça, ce petit côté authentique, c'est ce ce moment privilégié. Quoi. Ouais, alors que là, clairement, on l'aura pas. C'est comme parler à ChatGPT, mais avec la tête de Stanley. Exactement. Ouais. Bon, voilà. C'était donc l'instant tech. La review vidéoludique. Il est temps maintenant de passer à la review vidéoludique et à l'instant jeu vidéo avec Sabrina, notamment une annonce au sujet d'un jeu vidéo. Alors oui, en 2021, on avait eu l'annonce par Insomniac Games d'un jeu Wolverine. Et c'est vrai qu'après, depuis cette annonce, le jeu s'était fait assez discret. On n'avait pas eu vraiment de nouvelles du jeu. Là, on vient d'en avoir. Alors le jeu sortirait en mars 2026. On n'a pas encore de date extrêmement précise. Ce jeu, donc, il est en développement depuis 2021, donc c'est assez normal finalement pour un jeu AAA d'avoir un développement sur 5 à 7 ans. On a aussi le Marvel Spider-Man 2 dont on a beaucoup parlé dans l'Entre-deux Geeks qui était sorti en 2023. Et qui était vraiment pas ouf comparé au premier. C'est clair, hein, le premier, il avait été nommé GOTY, enfin Game of the Year, ce qui n'a pas du tout été le cas avec le deuxième. Le deuxième, en fait, le problème, c'est que c'était simplement un film interactif, c'est tout. Hein. Clairement, on est d'accord. J'ai fait que celui sur Miles Morales, moi, donc je pourrais pas te dire. Moi, je sais que le gameplay, il était vachement bien. Le gameplay était bien. Le premier, le Miles Morales, c'est très bien, en effet. Le 2 est très bien dans son gameplay, sauf qu'en fait, t'as plus de phases de cinématique que de jeu. Donc, c'est vrai que quand tu regardes, moi je sais que comme j'ai pas la PS5, j'ai pas fait le jeu, mais j'avais beaucoup suivi du coup quasiment toute la trame, tu peux la retrouver sur YouTube quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est le problème. Et donc là, en fait, comme il y a 3 ans, il y avait en 2023, en plus de la sortie, je suis désolée, je dis en plus tout le temps, Marvel Spider-Man, il n'y avait pas eu mal de Link qui était sorti, qui avait un peu mis à mal Insomniac Games. Et souvent, entre 2 sorties de jeu, il y a 3 ans. Donc là, on est dans ces 3 ans depuis 2023 pour une sortie en 2026. Et s'accompagne d'une annonce d'un nouveau jeu qui sortira donc, je pense, vers 2029-2030. C'est un jeu Venom. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont joué à Marvel Spider-Man 2, on avait pu jouer quelques minutes avec le personnage de Venom dans le jeu. Hein. Et donc, je pense que c'est ça qu'ils vont utiliser pour sortir un jeu totalement dédié à Venom. Et donc ça, c'est à vérifier, mais ça fait partie de ce qui est dans les annonces d'Insomniac Games. Toi, ça tente, Rodrigue, qui est un jeu sur Venom, ce serait cool. Ouais, ça, toi qui es un grand fan du personnage, clairement, j'imagine. Alors, j'imagine que ça va pas être, qui aura pas forcément autant de sang ou de meurtre qu'il peut y avoir dans un Venom originel, mais bon. Ouais, après, quand tu regardes le gameplay qu'ils avaient fait sur le Venom, sur le Spider-Man 2, c'était assez édulcoré, donc je pense qu'ils peuvent reprendre la même chose. Oui, il y a moyen. À moins qu'ils mettent une version non censurée dans le jeu où on peut choisir dans les paramètres ou quelque chose comme ça, ça peut se faire, je pense. Ouais, j'espère pas, mais on verra. Je pense qu'il y a moyen. Parce que c'est le même problème qu'il y avait pour le Wolverine. Les gens, ils attendent que ce soit un film où on puisse découper. Quoi. Bien sûr, sinon ce serait dommage. On continue toujours dans le monde du jeu vidéo et dans un univers que l'on connaît en tout cas tous. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu la musique d'un jeu qui a fait grand bruit, un certain Palworld. Pokémon. Alors, Pokémon avec des flingues, oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça, annoncé comme ça, comme étant un Pokémon avec des flingues. Et ben en fait, ce jeu qui est en accès anticipé depuis janvier 2024, qui a eu beaucoup de péripéties tout au long de cet accès anticipé, en fait, les créateurs Pocket Pair viennent d'annoncer la sortie officielle de la version 1.0 pour 2026, ce qui est plus tôt que ce qui était annoncé à la base. Là, clairement, alors ça va pas y avoir de grands changements avec le Palworld actuel, on va être honnête, sauf que il y a des bugs qui vont être corrigés, il y a des choses qui vont être modifiées pour rendre le jeu plus jouable, plus sympa, plus intuitif. Mais voilà, ça y est, on lance enfin le Palworld officiel.
Alors Palworld, c'est comme on disait Pokémon avec des flingues, avec aussi de l'esclavage, parce que clairement le pal on le mettait au travail et puis il avait intérêt à travailler le petit esclave. 187 créatures qui avaient été créées, notamment il y a eu pas mal de soucis avec Nintendo, puisque Nintendo reprochait à Pocket Pair d'avoir copié, d'avoir plagié bon nombre de Pokémon pour créer ses pals. Alors on va être honnête, oui, complètement. Après, ils ont attaqué Nintendo. A attaqué pendant des années, en tout cas depuis 2024. Je crois qu'en plus le premier procès, première attaque juridique de Nintendo, je crois que c'est février 2024. Donc ça n'a même pas pris un mois. En fait, ils ont tout de suite attaqué. Donc ils ont attaqué sur le fait qu'on pouvait capturer des pals, qu'on pouvait les faire se combattre, que ça ressemblait, bref, ils ont tenté plein de choses. Donc comme je le disais, 187 créatures, un mode multi à 32 joueurs par serveur, ce qui comparé à Pokémon clairement est au-dessus. Il y a quand même eu 8 millions d'exemplaires vendus de Palworld en 6 jours au moment de la sortie, 15 millions sur Steam en février 2024 et en tout 32 millions de joueurs sur PC, Xbox et PS5 en février 2025. Ce qui est pas dégueu quand on pense à un jeu en accès anticipé un an après et qui reste à 32 millions de joueurs. Il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir ça. Pour un budget dépassant les 1 milliard de yens, soit environ 5,75 millions d'euros. Et bien, sachez également que Pocket Pair ne s'arrête pas là, puisqu'ils annoncent aussi un spin-off, Pal Farm, qui va, à votre avis, avoir quoi comme... Des fermes. Exactement, puisqu'ici, comme son nom l'indique, on va cultiver. Vous voyez un peu Harvest Moon ou Stardew Valley, ça va être pareil avec Palworld. Voilà. Donc là, clairement, c'est axé, jeu de simulation de ferme, de simulation de vie à la cool. On va créer sa petite ferme et voilà, et tout va bien se passer. Les combats, il y en aura beaucoup moins. C'est annoncé sur PC. Aucune date de sortie pour le moment, mais en tout cas, ça va, je pense, beaucoup faire parler. Et à mon avis, il y en aura beaucoup qui voudront tester, moi y compris. On n'avait pas déjà parlé d'un jeu comme ça la semaine dernière Alors, ils ont annoncé plein de choses, en fait. Il y a 3 spin-offs d'annoncer. Je n'ai plus le nom des 2 premiers spin-offs. Et celui-là, en fait, vient d'être annoncé, le Pal Farm. Non, parce qu'on avait parlé la semaine dernière d'un jeu, justement... il y a 2 semaines, pardon. D'un jeu où c'était du genre Harvest Moon. C'était toi qui l'avais dit, que ça ressemblait à Harvest Moon. Oui, et c'était dans le monde des Pokémon aussi. C'est encore... Poképédia. Ouais, Pokopédia. Donc, en fait, les 2 sortent à peu près au... Pokopédia, clairement, ça va être lancé là. Pal Farm, on n'a pas de date encore. Ouais. Moi, ça m'étonnerait pas qu'en effet, il y ait encore une histoire de plagiat et que ça va encore se taper dessus. Ouais, mais regarde, Nintendo l'a bien se porter, surtout avec Pokémon. Dans quelques semaines, t'as la nouvelle version qui sort. Ouais, Legend Zelda. Exactement. Oui, qui fait déjà parler de lui en mal, puisque entre le DLC... Ah, mais j'y touche pas à ça. Le DLC annoncé avant la sortie... qui est déjà payant, etc. C'est n'importe quoi. Franchement, là, Nintendo sont en train de se Ils sont sur une pente glissante. Ouais. C'est le problème avec Palworld qu'ils ont eu, c'est que en fait, Palworld a proposé ce que les fans attendent depuis. C'est ça, c'est que ça leur a complètement coupé le pied, surtout pour la licence Pokémon. Mais ils ne veulent pas y aller vers ça, ils ne veulent pas y aller. C'était la promesse qui avait été faite avec le précédent opus, donc Écarlate et Violet, où c'était un monde ouvert qui devait être fait. Et arrivé là, en fait, Palworld l'avait très très bien fait, surtout en plus quelques mois après la sortie de leur jeu Écarlate et Violet qui s'était complètement cassé la figure et les critiques étaient très mauvaises. C'est ça que je comprends pas, c'est cette volonté de Nintendo de pas vouloir suivre en fait ce que demandent les joueurs et au final de se tirer eux-mêmes une balle dans le pied, quoi. Et en plus, c'est la promesse qu'ils font là sur le nouveau qui arrive dans quelques semaines, c'est que c'est à nouveau un open world, sauf qu'en fait il est cantonné à une seule ville. En fait, vous allez pouvoir vous balader librement où vous voulez, faire ce que vous voulez, mais que dans la ville. Voilà, donc on verra bien. Bon, dans tous les cas, on va le tester dans Entre deux Geeks et on vous fera un retour sur ce jeu très très rapidement. C'était donc les infos jeux vidéo de la semaine. Le focus de la semaine. On reste un peu dans l'univers jeux vidéo, mais voilà, je voulais un peu faire un petit sujet, un petit focus particulier sur une info que j'ai vue passer et qui m'a fait un peu peur, c'est le rétro gaming et notamment les vieilles consoles. Est-ce que vous saviez à peu près combien coûtaient les vieilles consoles Nintendo ? Sachant qu'elles ont, à mon sens, doublé, voire triplé
Depuis, Oui, je pense que je peux même aller plus loin. pour certaines consoles, hein, on est sur des Game Boy Color, par exemple, qui se vendaient dans les années 90 en noir et blanc, à au moins 100 €, je crois, de la Game Boy. Et ben là, tiens, par exemple, d'après vous, quelle est la console numéro 1 la plus chère qui se vend? Alors, je parle pas, bien sûr, de la Switch 2, hein, on est d'accord. Quelle est la console la plus chère Nintendo qui se vend sur le marché de l'occasion? Nintendo 64. C'est Non. déjà dire le 64. Non, c'est un truc encore plus de niche. Encore plus de niche. Ah, les Atari alors, qui sont. Non, Nintendo, Ah, on reste chez Nintendo là. La Game Boy Advance. Non, encore c'est plus pas de niche. niche. Encore plus de niche. Master System. Mais Je c'est sais. grâce à... Je savais à que t'allais toi. crier. C'est trop rigolo. Hérétique au bûcher. Non, c'est pas la Master System. C'est ce pas n'est une Game ça. Boy. GameCube. Ce n'est pas une Game Boy. La Virtual Boy, ça vous parle? Ah oui. Pas du tout. Absolument C'est pas. l'espèce de casque comment rouge qui était censé faire en 3D, qui donnait la gerbe tellement c'était mal fait. Bah maintenant, ça se vend environ 520 € quand même. Ah, ça me choque même 500 pas. €. Ça me choque même pas. En fait, parce que il y a eu très peu d'objets vendus, donc il y en a très peu produits, et donc forcément la rareté fait aujourd'hui dans le monde du rétro gaming des prix très exorbitants en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Nintendo la relance entre guillemets à partir de l'année prochaine avec une Virtual Boy dans laquelle on va pouvoir mettre la Switch 2. Ça me fait peur. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement un attrait pour la rétro. On va parler d'un ami, Jimmy, qui du coup a retrouvé des vieux jeux, etc. En fait, il replonge dedans, parce qu'en fait, ça lui manquait tellement les sensations qu'il avait vécues à l'époque, etc. Qu'en fait, on retrouve pas ça spécialement sur les nouvelles consoles. Où en fait, tu veux rejouer tes anciens jeux, pas de problème, mais il va falloir faire cramer la carte bleue. Parce que je sais que sur la Switch 2, ils avaient annoncé sur online, vous allez pouvoir rejouer sur les vieux Galaxy Mario, etc. Mais tu vois le prix des jeux, tu fais, c'est des jeux qui sont sortis il y a 10 ans, et là tu me les rebalances au prix d'un jeu neuf à l'heure actuelle. C'est du foutage de gueule de la part de Nintendo. D'ailleurs, Sabrina, tu parlais de la Game Boy qui était vendue environ 100 €, enfin l'équivalent de 100 €. Aujourd'hui, une Game Boy d'occasion, ça se trouve à combien à ton avis? Ah, mais je pensais que c'était aujourd'hui que ça se vendait 100 Ah non, €, donc... C'est à peu près 300 €, quelque chose comme ça. J'en ai pu passer il n'y a pas longtemps parce que je cherchais Alors, par nostalgie. 300 €, non, c'est en dessous, mais on est à 250. on est à 200 € Ah, pour la une Game Boy. vache. 200 €. En général, ouais, tu peux énorme. trouver des offres avec jeux plus boîte, machin, etc. pour C'est 300 balles. Tu fais, La Game même. Boy Color, elle, à 180 €. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? La GameCube. Alors ça, par contre, la GameCube, je vais être très honnête, j'ai vu ces chiffres passer sur Internet, sur Journal du Geek. La GameCube, je suis pas d'accord. Eux, ils annoncent une GameCube qui se vend à environ 165 €. Je pense Non, que c'est tu des peux prix... trouver en dessous. Tu peux trouver en Je pense dessous. que c'est des prix exagérés, parce que par exemple, une Nintendo 64 qui se vendait 45 €, elle se trouve à 90 € aujourd'hui. Et, Ah, elle n'était pas vendue à 45 €. ou, Non, une Nintendo 64 à l'origine, c'est pas à 45 €. l'origine, mais tu vois, au moment où le début du rétro gaming, quand tu vois, Oui. où ça commençait en 2013 par exemple, au moment où ça commençait à prendre, tu pouvais les trouver à 45 €. Tu vois. Oui, c'est Et vrai. aujourd'hui, tu trouves ça à 90 € plutôt. On est plutôt sur une moyenne de 100 € pour des consoles qui se vendaient encore il y a quelques années dans des trucs Easy Cash et autres à 50 € minima. Je me souviens que Cash Converter, Cash Express, ouais, j'en donne voilà. 3 comme ça. Mais quand j'ai commencé à regarder les consoles pour quelqu'un que je nommerai pas, elles étaient encore relativement accessibles. Aujourd'hui, les mêmes consoles, quand je regarde pour faire un cadeau, elles ont doublé clairement. C'est pour ça que tu m'en offres plus? C'est pour ça que j'en offre plus. Non, tu mérites plus. Ah, bah, d'ailleurs, moi je pense à la GameCube là où on nous annonce 165 € une GameCube, c'est faux. Non, C'est c'est faux. faux. Parce que... À l'époque, moi je me rappelle quand j'étais étudiant, on avait une GameCube dans notre asso de fac. Elle avait lâché, j'avais été l'acheter direct 20 balles. J'avais payé 20 balles dans un truc de seconde main, quoi. Non, puis regarde, tu sais, on a joué ensemble à Smash cet été chez toi. J'ai regardé par curiosité le prix d'une GameCube plus un jeu Smash, machin, etc. Pour moins de 150, tu vas trouver Bien manette, sûr. console et un ou deux jeux. Bien Surtout sûr, pour la bien GameCube, sûr. parce que maintenant, c'est que du coup, les gens, ils ont tellement gonflé les prix qu'ils n'arrivent pas à les vendre, ils sont obligés de baisser les prix, t'en retrouves un peu plus sur le marché. Bah, en Et fait, par ils ont... contre, tu vois, ça représente pour les e-cash, cash converter et autres, ça représente 20% de leur chiffre d'affaires. Donc Ah, mais facile, ouais, ouais. forcément, les gars, ils y vont à fond, quoi. Bah oui, parce qu'ils se sont dit que c'est un moyen. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que le problème ne vient pas de la console en elle-même, mais du fait qu'on a des spéculateurs qui posent problème, qui pensent que ça va se vendre alors qu'ils s'y connaissent pas. Oui, et puis bah, c'est le problème de pénurie qu'il y avait eu sur la PlayStation 5 et qu'il y a eu un peu sur la Oui, Switch 2. Exactement. Alors que bah, en fait maintenant les mecs se retrouvent avec des consoles à plus de 500 balles que personne ne veut parce qu'ils vendent les prix neufs et qu'ils veulent se faire une petite marge dessus. C'est ça. C'était donc l'instant jeu vidéo dans l'entre du geek.
l'antre du geek sur Happiness. Finalement, Damien, aujourd'hui, tu as décidé d'être très proche de Palworld, je crois. En tout cas, tu vas nous parler d'un jeu dont la démo vient tout juste de sortir. Exactement. Aujourd'hui, préparez-vous à partir dans un univers cybernétique. Aujourd'hui, on va voyager à travers le temps et à travers le monde virtuel. J'ai un peu l'impression de reprendre les chroniques un peu de tout le monde là autour de la table. Car aujourd'hui, je vais vous parler de Digimon Story Time Strangers. Non, je sais pas pourquoi je te fais signe, mais c'est pas grave. Quel plaisir d'entendre cette chanson mythique. Ouais, ça donne envie, clairement. Donc Digimon Time Story est le 43e jeu de la franchise aux monstres digitaux, lancé en 97 comme dérivé des Tamagotchi. Digimon fait partie de ces univers dans lesquels on combat avec des monstres dotés de pouvoirs en tout genre. En fait, je parlais de Palworld, mais c'est comme Pokémon, quoi. Exactement. Je peux vous dire que Digimon a à la fois souffert et profité de cette comparaison à Pikachu. Alors déjà, grande première différence avec Pokémon, les Digimon n'ont pas une seule ligne d'évolution. Il existe environ 1200 Digimon, chacun pouvant digivolver en une multitude d'autres Digimon en fonction de leurs caractéristiques, de leurs statistiques, de leur envie, comment ils sont, comment ils se sentent, etc. C'est comme ça par exemple qu'un Agumon peut aussi bien digivolver en Greymon ou encore en Tyrannomon ou en Vedramon. Est-ce que je pourrais avoir un Doliprane parce que je comprends rien, ça a l'air compliqué ton truc. Mais non, Doliprane, on va parler entre experts, on va vous aider. Alors j'avoue que pour maîtriser quand même tout ça, ça va prendre du temps. Alors toujours est-il que Digimon, bien qu'ayant fait moins de bruit que son confrère à la Pokéball, existe maintenant depuis presque 20 ans et en passe d'ailleurs je trouve de faire mieux avec ce dernier Digimon Story Time Strangers. Petite question. Moi j'avais une petite question, du coup tu disais que ça avait souffert de la différence avec Pokémon, mais qui est arrivé en premier sur le marché ? C'est Pokémon. Japonais, mais européen. C'était également Pokémon ? C'était Pokémon aussi, puisque Pokémon est arrivé en décembre 98, décembre 98, et Digimon c'est arrivé je pense 99. Parce que de souvenir ça avait été lancé sur TF1 je crois, sur Digimon, et c'était en même temps que non, mais toi, ça passait. Toi tu parles de ça, moi je parle de CanalSat. Sur CanalSat t'avais d'abord sur Fox Kids à l'époque, t'avais Pokémon, et Digimon est arrivé sur Fox Kids je pense un an après. Nous on était les pauvres, Rodrigue. C'est ça. C'est même 2001. Nous on avait que TF1. 2001 sur En France, ouais, ça passait sur Tfou à l'époque. Sur Tfou 2001. Mais moi j'ai des très bons souvenirs des 2 premières saisons, mais c'est vrai qu'après en effet c'est parti, je crois que ça va être peut-être sur Disney XD ou quelque chose comme ça, mais après ça a complètement disparu de chez nous. En fait, Fox Kids a été racheté par Disney et ça a donné Disney XD, donc voilà. Mais pour revenir à ce jeu qui est prévu lui le 3 octobre prochain, alors ça va nous emmener, je vous raconte un peu l'histoire, dans un Tokyo qui doit faire face à une catastrophe qui a rendu totalement inaccessible le quartier de Shinjuku, qu'on connaît tous très bien. On incarne ici Dan ou Kanayuki, tous deux agents du Adamas, une organisation secrète qui enquête sur tout plein de phénomènes étranges. Alors que nous réussissons à entrer dans le quartier interdit, on découvre rapidement que des monstres digitaux semblent être à l'origine de l'incident. On se liera rapidement avec l'un des 3 Digimon proposés, et je sais que Rodrigue ça te parlera si je te dis Patamon, oui. Gomamon. Non. Gomamon, si, c'était dans les mêmes que c'était l'espèce de truc blanc avec une crête orange. Ah oui, l'espèce de chat. Non, ça c'est. Ah non, c'est dans la première saison, le truc à 4 pattes. Ouais, c'est le truc à 4 pattes. Et Demi-Digimon. Ouais, que lui j'ai vu, je viens de voir sur le téléphone. En effet, c'est une sorte de petite chauve-souris bleue. Et ça, on se liera à eux avant qu'une explosion nous emmène 8 ans en arrière, nous engageant alors dans une sorte de course contre la montre afin de découvrir l'origine du cataclysme et surtout tenter de l'empêcher. Oh, on est loin des problématiques un peu enfantines qu'on peut trouver dans Pokémon. Ça, clairement, c'est la marque de fabrique de Digimon. Et c'est ce qui nous plaît. Voilà, on va être très honnête. Moi, c'est ce qui m'avait plu sur ces dernières années. Je pense que tu as dû peut-être en voir certains. C'était les films Digimon Tree qui sont vraiment beaucoup plus matures. C'est ça. Là, on n'est pas dans j'ai 10 ans, je souhaite me faire des amis avec des animaux, quoi. C'est pas ça. Là, ici, on sauve le monde. Et du coup, ça joue comme Pokémon ou pas du tout ? Bon, il y a des similitudes, clairement. On est ici dans un jeu en tour par tour avec des combats en 3 contre 3. Autre principe également que j'apprécie beaucoup, mais qui est aussi présent du coup dans Pokémon Violet et dans Pokémon Écarlate, c'est le combat rapide que l'on peut faire contre des Digimon plus faibles.
afin de juste entraîner en fait nos petits monstres sans pour autant se taper des combats dans lesquels on sait qu'on va rouler sur l'autre. Là, je pense, dans les premiers Pokémon, parfois on farmait les chenipans pour gagner un peu d'XP, pour gagner de l'XP, pour pouvoir battre Pierre quand on avait choisi Salamèche à l'époque. Là, ils ont fait ça dans Pokémon Rouge et dans Pokémon Écarlate et Violet, et ils auront refait ça aussi dans Digimon Time Stranger, mais ici entre Pokémon et Digimon, il y a quand même des différences. Alors déjà, il n'y a pas de capture. Pour récupérer des Digimon, il faut les battre, tout simplement. Chaque victoire donnera des données des Digimon combattus. Une fois qu'on aura 100%, même si on peut aller jusqu'à 200, mais entre 100 et 200%, on pourra alors créer le Digimon. On se retrouvera d'ailleurs plusieurs fois avec le même petit monstre, mais pas d'inquiétude. On pourra tout simplement sacrifier ces créatures en doublon pour faire gagner de l'expérience à ceux que l'on veut garder. Et le principe, il n'est pas dérangeant, non ? Bon, ça va. Je rappelle quand même que Digimon, c'est censé être des programmes informatiques. On transfère juste d'une clé USB à une autre. C'est bon, ça va pas plus loin. Tu n'as pas de cœur. Non, absolument pas. Oui, mais pour prendre ta défense, quand tu regardes en Pokémon, on peut bien transférer déjà ces Pokémon, les relâcher dans la nature, choses comme ça. Donc là, c'est plus ou moins la même chose. Ouais, non, parce que là, en fait, on va sacrifier. Clairement, on va détruire le Digimon. Ouah, tu es violent. Moi, c'est de prendre ta défense et toi, tu parles de maltraitance. On détruit le Digimon pour transférer toutes ses caractéristiques, enfin, en tout cas, toute son XP à un autre Digimon. Ok. Voilà. Au moins, tu verras que dans cette émission, ça sert plus à rien de défendre Damien. Mais je vois ça. Non, les filles ont compris ça il y a très très longtemps et elles ont arrêté de me défendre. Au contraire, elles m'enfoncent. Sinon, t'en as pensé quoi du jeu ? Alors, pour le moment, je vais être honnête, j'ai joué qu'à la démo, puisqu'elle est disponible gratuitement sur PC, PS5 et Xbox Series. D'ailleurs, c'est même la première fois qu'un jeu Digimon arrive sur Xbox. À la base, c'était que sur PC et PS5. Mais moi, perso, j'ai tout de suite adoré. Alors, le jeu est dynamique, prenant, on a envie de faire avancer nos Digimon et c'est plutôt facile à faire. Le gameplay est très intuitif, il y a même un mode combat automatique pour les flemmards qui aiment les jeux sur mobile et qui jouent tout seul à notre place. Bon, moi perso, je comprends pas le principe d'un tel truc en mode automatique, surtout sur un Digimon. Mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis, d'un point de vue toujours dans le gameplay, on a aussi ce principe où on va pouvoir faire dédigivolver des Digimon. Si par exemple on capture un Digimon qui nous plaît pas vraiment, mais qui, si on repasse par sa ligne principale, on peut le faire digivolver en autre chose, ça permet une personnalisation des Digimon immense en fait, je trouve. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y aura un mode multi, genre on pourra affronter entre d'autres joueurs, ou c'est du coopératif? Il y a un mode multi, je pense, qui est prévu, d'après ce que j'ai lu. C'est à confirmer, mais d'après ce que j'ai lu, il y a un mode multi qui est prévu où on va faire en fait du combat Digimon. Ouais, parce que ce que je veux dire, c'est le côté intéressant. Tu me parles tu captures un gros truc, tu le transformes petit, tu de l'XP, tu fais d'autres évolutions, etc. Donc ça veut dire que derrière, il y a un petit côté stratégique, hormis in-game, de pouvoir aller affronter d'autres boss, de pouvoir aller affronter d'autres joueurs. Bah, c'est exactement ça. En fait, là, la stratégie est extrêmement importante. On est vraiment dans un JRPG total. Okay. Alors, pour faire la différence entre RPG et JRPG, ici, dans les RPG, on va mettre l'accent, on va donner une liberté immense aux joueurs. Je pense par exemple à Skyrim, je pense à Path of Exile, Clair Obscur aussi, qui va avoir plus ce côté-là. Ça y est, ça a été placé. C'est pas moi qui l'ai placé. J'attendais. Mais c'était quoi que je cherchais ce truc de Baldur's Gate, voilà, ou Baldur's Gate par exemple, où on va pouvoir personnaliser à mort. Ici dans le JRPG, on va plus se centrer sur le gameplay, sur la manière de jouer. Alors même c'est pour ça que Clair Obscur, en fait, je dirais ça ressemble plus à du JRPG qu'à du RPG, même si JRPG, là pour le coup, c'est japonais normalement. Et voilà, mais normalement un JRPG, c'est l'histoire, elle est linéaire et on va surtout s'intéresser au gameplay. Là c'est le cas en fait avec Digimon, donc on va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses et l'histoire va être plus ou moins annexe, même si là pour le coup elle a l'air très très intéressante. Ce côté-là, saut dans le temps et devoir sauver le monde d'une catastrophe, c'est je trouve très très prenant. En tout cas moi perso j'ai adoré et je sais que je vais chercher à prendre le jeu très très rapidement. C'est clair qu'il sera dans ma liste. Et du coup, il sort quand ? Il sort le 3 octobre prochain. Alors, il est dispo sur, je répète, Steam, sur PS5, sur Xbox Series. Il est encore un peu cher, il est à 70 balles actuellement. Il y a même des versions bonus, collector et autres, dont la version ultime qui est à 200 €, qui est trop cher pour ce que c'est, même si j'ai très envie de la prendre, juste parce qu'en fait il y a une statuette et surtout parce qu'il y a des cartes. Des cartes, j'ai vu également dans le collector. Il y a des cartes du TCG Digimon sur lequel je suis tombé et que je suis en train de me ruiner avec ce truc-là. Mais non, je te rassure Sabrina, pas totalement. J'ai arrêté d'en acheter. Je te vois me faire les gros yeux. Mais bon, voilà,
je pense que c'est un jeu qui, peut-être pas à acheter dès sa sortie, ou en tout cas, à moins que surveiller, quoi. Voilà, si vous avez une promo, ça peut toujours être intéressant, mais pourquoi pas. Voilà, moi je sais que je vais me le prendre, peut-être pas à sa sortie parce que je le trouve encore cher pour ce que c'est, mais voilà. Après, je suis un pigeon, hein, donc... En tout cas, merci Damien pour cette petite review. C'est l'antre du geek sur Happiness. On le dit régulièrement dans l'émission, mais le monde de l'édition est un monde compliqué dans lequel il est difficile de sortir son épingle du jeu, mais c'est le cas de la maison d'édition Hopla, qui a pris le parti de ne produire qu'en France et même plus précisément en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour nous en parler, nous recevons son cofondateur, Florent Toscano. Florent, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir voulu faire déjà avec Hopla du 100% Made in France ? Pour faire alors le plus proprement possible, c'est peut-être un petit peu dire beaucoup, mais le moins salement possible en tout cas, donc, pour limiter au maximum l'impact environnemental. Donc c'est vraiment dans un point de vue purement écologique. Exactement. Alors, j'imagine que ça a dû vous apporter beaucoup de contraintes quand même, c'est d'avoir cette idéologie-là, d'avoir cette envie de mettre en avant le Made in France. Alors ça peut paraître des contraintes surtout au début, et en fait, petit à petit, ça se transforme en force, en avantage, en bénéfice, en fait, j'ai l'impression. C'est juste une façon de faire différente de la norme, et on apprend à le transformer en fait vraiment en force. Parce qu'on se dit que c'est là qu'est la pertinence, c'est là qu'est le sens, et du coup on travaille juste différemment. Donc on ne fait pas de sourcing par exemple pour signer des jeux, et les idées doivent venir de l'intérieur parce que les contraintes matérielles lors du développement doivent être prises en compte pendant la création du jeu en lui-même en fait. Du coup là, si dans l'entre du geek on a souhaité vous donner la parole, c'est parce que vous venez de lancer une campagne de soutien sur Ulule. Alors très rapidement, pourquoi est-ce que vous avez lancé cette campagne vers l'infini, vers Hopla, avec Hopla? Vers l'infini les jeux Hopla. Pardon. Parce que ça va pas. Parce que ça va pas du tout en ce moment. Depuis 2 ans maintenant, ça fait que se dégrader. Alors peut-être un poil moins ces derniers mois, mais en tout cas on a un gros trou et beaucoup de retard, beaucoup de dettes qu'on n'arrive pas à combler. Donc on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour arriver à s'en sortir. Donc on espère que ce qui va nous permettre de nous en sortir financièrement, ça va être le plus important avant tout, c'est la sortie de notre nouveau jeu Osmosis, dans lequel on croit vraiment beaucoup. Et puis on a lancé cette campagne pour demander de l'aide à la communauté, en fait, pour nous apporter le plus possible pour arriver à combler au maximum ce retard, en fait, qu'on arrive à rembourser nos dettes et repartir sur des nouvelles bases pour pouvoir mettre en place tout ce qu'on a analysé, tous les points qu'on a analysés ces dernières années, qui nous coûtent trop cher, qui nous font avoir des marges trop réduites. On a utilisé tous ces leviers. Par contre, ça rattrape pas le retard. Ça nous fait partir sur des bonnes bases, mais ça rattrape pas le retard. Donc du coup, on compte sur l'action combinée de cette campagne et de la sortie d'Osmosis pour combler ce retard. Alors rappelons quand même que Hopla, c'est quand même 14 ans de bons et loyaux services avec 33 jeux. Il y a Cosmopolite, il y a Le Bois des Kohatsu, il y a Kartzel, il y a La Marche du Crabe. Pardon. Donc c'est vraiment pas une petite boîte d'édition, c'est vraiment des jeux qui ont été connus et reconnus par les fans. Chez Coton de la Table, par exemple, Sabrina, toi tu adores Cosmopolite. Ah, pardon, Sabrina, si je te mets pas le micro, ça marchera pas. Ah, j'adore. Moi, je l'ai proposé à pas mal de copains à l'impro, au théâtre, qui adorent parce qu'il y a un côté coopération, c'est très rigolo. Donc, ouais, il y a pas mal de très très bons jeux qui est proposé par Hopla. Non, c'est toujours des belles propositions. Et donc, maintenant, pour revenir sur cette campagne Ulule, on en est où sur cette campagne ? Alors, elle vient juste de débuter. En fait, l'histoire de la campagne, on a posté une vidéo le 26 août pour expliquer la situation, expliquer qui on était, comment on fonctionnait et quelle était notre situation, en partie pourquoi et qu'est-ce qu'on mettait en œuvre pour pallier à ça. Il y a eu un mouvement assez fou de la communauté, en fait, sur les réseaux. La vidéo a été vue, tout réseau cumulé, plus de 130 000 fois. Ça fait 130 000 vues, ça a été partagé 1500 fois, donc c'était assez extraordinaire. On a eu des retours de folie. Et la campagne en elle-même a réellement débuté avant-hier, en fait, lundi, pardon. Donc là, c'est tout frais. Finalement, on est à J2. Et donc, un super démarrage.
Oui. C'est trop bien parce que là on a. Je vois on est 34 déjà- 808 € sur les 8 000 demandés. D'ailleurs, c'est impressionnant en fait de se dire que Ouais. vous ne demandiez que 8 000 €. Alors en fait, on a mis un premier objectif à 8 000 €, mais comme on explique dès le début, on a besoin de 87 000 €. D'accord. Donc c'est ce qui est mis sur la page de la campagne. Et l'idée de le mettre le premier objectif relativement bas, c'était de débloquer plein de paliers en fait de dépassement qui débloquent plein de surprises, plein de cadeaux en plus pour les contributeurs. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que ce n'est pas seulement, alors même si bien évidemment quand on participe à ce genre de campagne, c'est aussi pour soutenir une entreprise, soutenir une idéologie, mais il y a aussi de la contrepartie. Oui, alors là, nous, il fallait que ça coûte absolument rien. Ça, c'était vraiment important. Donc, du coup, il était hors de question de faire des dépenses pour les contreparties. Et on voulait pas proposer de jeu. J'avais pas du tout envie, en fait, que un jeu qui serait pris en contrepartie sur notre campagne Ulule. On a peut-être perdu Florent. Je ne sais pas s'il nous entend. Malheureusement, ce sont les aléas du direct, ce sont des choses qui arrivent. Mais pour reprendre un peu ce que disait Florent, si on arrive à revenir, Florent, n'hésite pas. Ah, ça y est, on t'a récupéré. Ah, pardon, j'étais perdu? Oui, on t'avait perdu dans les méandres d'Internet. Alors, du coup, je ne sais pas où j'en étais. Du coup, tu parlais des contreparties, donc qui ne Tu devaient ne rien voulais pas coûter. de jeu en contrepartie, t'en étais là. Je disais que du coup, en fait, classiquement, les boutiques de jeux spécialisées ne représentent que 15 ou 16% du chiffre d'affaires des jeux de société pour les distributeurs. Chez nous, ça représente plus de 50%, même largement plus. Donc, c'est vraiment notre principale source de revenus, c'est les boutiques de jeux spécialisées. On y tient beaucoup, on les chérit, et il est hors de question que un jeu qui soit pris en contrepartie sur une campagne, ça serait un jeu qui serait pas acheté en boutique. Et ça, c'est pas imaginable en fait pour nous. Donc, pas de jeu, si ce n'est des versions un peu collector de certains jeux. Donc, il a fallu trouver autre chose. Donc, on a fait appel au talent des illustrateurs qu'on connaît, et puis d'autres illustrateurs qui se sont proposés pour faire des dessins originaux. Donc, on propose des dessins originaux, des tirés à part qui sont issus de ces originaux. On propose plein de packs de goodies, voilà, plein de choses autres que des jeux. Et on encourage le don libre, bien sûr, et surtout, que ce soit le don libre ou les contreparties, ça ouvrira la possibilité à participer à plein de tirages au sort pour à chaque palier de dépassement en fait qui est atteint. Alors évidemment, on met en avant cette campagne, cette belle campagne sur Ulule, mais on peut aussi mettre en avant ce jeu, Osmos 6, qui sort le 26 septembre, donc vendredi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est ce jeu, l'histoire, comment on y joue ? Oui, c'est un vrai bijou. C'est un jeu dont je suis tombé complètement amoureux il y a 2 ans quand je l'ai découvert. C'est un jeu d'Agnès Largeau, qui est une bonne copine avec qui je travaille régulièrement, mais pour laquelle j'avais jamais édité de jeu en fait. C'est un jeu d'association d'idées, alors que je pensais réellement ne jamais éditer un jeu d'association d'idées tellement il y en a sur le marché. Mais celui-là m'a vraiment procuré un ressenti qui est un peu particulier en fait, une connexion entre les gens, quelque chose de profondément intelligent, simple et évident en fait. Et le principe de base est tout simple, c'est un jeu coopératif, ça se joue de 2 à 8 joueurs. Et on a 7 images sur la table. On va avoir des missions à réaliser. Les missions, ça va pouvoir être associer 2 images entre elles, 3 images entre elles, 2 images mais de façon séquentielle, enfin voilà, etc. On va devoir discuter ensemble pour se mettre d'accord sur quelle association on veut réaliser parmi celles proposées. Et on va pouvoir parler aussi librement qu'on veut du lien qu'on voit entre les images, mais on n'a pas le droit de parler des images en elles-mêmes. Et c'est là qu'en fait, tout le sel du jeu se trouve. C'est-à-dire qu'on va devoir trouver un moyen de communiquer autre que de décrire ce qu'on voit. Ce qui est tout l'inverse de ce qu'on ressent sur la plupart des jeux d'association d'idées. Et donc au début, les joueurs semblent perdus, et puis très rapidement, ça tchatche, et un nouveau langage naturellement se met en place. Et ça fonctionne. Il y a un petit côté The Mind, en fait, où on ne comprend pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. On arrive à être sur la même longueur d'onde sans se dire l'évidence. Du coup, c'est un jeu qui peut jouer aussi bien entre amis qu'en famille. Exactement, ça marche vraiment de façon très large. C'est toujours surprenant. Moi qui en suis à des milliers de parties, je continue à adorer y jouer. Sur les festivals, lors des démos, j'ai du mal à ne pas jouer en fait avec les joueurs. Et c'est toujours fun et surprenant en fait.
On rappelle donc Osmosis qui sort ce vendredi et la campagne Ulule vers l'infini, les jeux au plat. Donc n'hésitez pas à participer ou en tout cas au moins à partager sur les réseaux car c'est quand même hyper important pour des entreprises comme Opla d'avoir le soutien des joueurs et des auditeurs. On te remercie Florent d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent sur l'Entre du Geek. Et avec grand merci aussi. C'est l'Entre du Geek sur Happiness. Il est 20h passé de 52 minutes et on a quelques minutes pour faire quelques petites questions déconnectées. Donc je rappelle le principe. Je vais vous poser une question, vous allez devoir me trouver la réponse. Vous avez le droit de me demander des indices, mais je ne peux répondre que par oui ou par non. Petit rappel de courtoisie et de fair play, on n'hurle pas, on ne parle pas les uns sur les autres parce que sinon c'est inaudible et même pour moi c'est horrible. Oui, chef, bien chef. Voilà, j'aime cet état d'esprit. Première question, qui est Sarah Pichelli? Moi je sais, c'est la dessinatrice de Miles Morales. Je m'en doutais qu'il allait l'avoir tout de suite. C'est en effet la dessinatrice de Miles Morales de Ultimate Spider-Man, donc Sarah Pichelli, qui est italienne, qui est née le 15 avril 1983 et qui est en effet la créatrice de ce personnage que tu aimes tant, Rodrigue. Mon Spider-Man préféré. Mais tu n'es pas le seul, moi aussi, je préfère Miles Morales à Peter Parker. Et voilà. Prochaine question. Qu'est-ce que le moment de vérité? C'est quand on se dit tout vrai sans mensonge. Oui, mais non. C'est pas là. Non. C'est le moment de vérité. C'est quoi le moment de vérité? Et j'aurais pu même aller plus loin. C'est quand est sorti le moment de vérité? C'est quand ils ouvrent le rideau dans l'émission Ça se discute ou je sais plus comment. Ah, la vérité si je mens. Non, ça c'est un film. Non, il n'y a que la vérité qui compte. Oui. Voilà, il n'y a que la vérité mais qui non, compte. non, c'est pas ça. C'est bien tenté. Mais avec non, c'est Rebecca Hampton. pas ça. Rebecca Hampton là-dedans? Oui, non, mais tu sais, c'est la meuf blonde là qui est dans les coulisses et elle l'emmène sur le plateau. Ah, c'est Rebecca Hampton. C'est elle qui va voir les gens chez eux pour leur dire vous avez une invite. Ouais. Voilà. Et après, elle a joué dans Plus belle la vie. C'est tellement geek. Dans tous les cas, non, ce n'est pas ça. Donc le moment de vérité, qu'est-ce que c'est? C'est très 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 connu. C'est dans les comics? C'est pas dans les comics. C'est un film. C'est un film, en effet. C'est un film. Sabrina parle bien face au micro. C'est un film. C'est un film, en effet. C'est une troisième fois. Que dis-je? C'est une pellicula. Pellicula, comme C'est tu dis. le titre d'un film? C'est le titre d'un film, en effet. Je connais pas. Ah, si, vous connaissez ce film. C'est sûr que vous le connaissez. Donc tous. on le connaît sous un autre titre. Vous le connaissez sous un autre titre. C'est le titre québécois? Non, c'est le titre C'est le français. moment de vérité. The Moment of Truth. Non, le moment de vérité, c'est le titre français. Genre, c'est un truc de super-héros? Non. Titre français, mais que Oh, nous... déjà, c'est un film français. Non, c'est un film américain. Ouais. Titre français que nous n'utilisons pas du tout et que personne n'a utilisé parce qu'ils préfèrent tous la version originale. Donc c'est le sous-titre. Ah non, c'est vraiment la traduction française. C'est la traduction française. Enfin, si on peut appeler ça traduction, c'est pas littéral. Pas super-héros. C'est Mais pas super-héros. Est-ce qu'il y a des héros? Il n'y a pas des héros. C'est pas le Seigneur des Anneaux, rassure-moi. Ce n'est pas le Seigneur des Anneaux. C'est pas fantastique. Non, c'est pas fantastique. Non, C'est non. combatif. C'est combatif. C'est combatif. C'est très geek, hein, clairement geek. Braveheart? Non. Est-ce que c'est des trucs comme avec du Jean-Claude Van Damme? C'est-à-dire Bah, arts martiaux. En effet, il y a des arts martiaux dedans. Genre Karate Kid. C'est Karate Kid, en effet. Le moment de vérité, c'est le titre du film Karate Kid. Donc le titre français, sorti en 1984, film américain de John J. Avildsen, avec notamment plusieurs suites. Il y a eu Karate Kid 2, il y a eu Miss Karate Kid, qui était horrible. Il y a le fils de Will Smith. Il y a aussi Karate Kid qui a été fait. Et il y a Cobra Kai, la série Cobra Kai qui a été un succès monumental. Et là, ils annoncent Karate Kid Héritage, où on va voir Jackie Chan et Daniel LaRusso, l'acteur qui joue Daniel LaRusso. Et c'est un lien avec la chanteuse? Non, c'est le personnage principal. Donc Karate Kid qui est sorti en 84, qui raconte l'histoire d'un jeune américain qui déménage dans le New Jersey avec qui déménage en Californie, pardon, ils viennent du New Jersey, ils déménagent en Californie avec sa mère et il se fait légèrement embêter jusqu'à ce qu'il rencontre Monsieur Miyagi, ancien karatéka, maître du kung-fu et autres, et qui lui apprend les rudiments du karaté, notamment en lui faisant laver sa voiture. Comme quoi, c'est possible. Ensuite, qu'est-ce que le XFLR6? Le pote de R2D2. Non. C'est un langage. Non, c'est pas un informatique. langage, non. Tu peux redire?
XFLR6. Alors, c'est un enfant de le gars qui a pété D'Elon de thunes d'Elon Musk, c'est son 6e enfant. non, ce n'est pas le nouvel enfant d'Elon Musk, même si clairement ça aurait pu être Est-ce que ça a lien avec ta carte bleue? Ça n'a pas un lien avec ma carte bleue, non. C'est un vaisseau de Star Wars? Ce n'est pas un vaisseau de Star Wars. Est-ce que c'est du Star Wars? Ce n'est pas du Star Wars. Il y a un rapport avec Digimon? Ce n'est pas un rapport à Digimon. Pokémon? Non, je répète, ce n'est pas un vaisseau de Star Wars. Ce n'est pas De un Mandalorian? Non, ce n'est pas un vaisseau de Star Wars. C'est un truc dans Star Wars. Non, C'est un vaisseau de Star Trek. c'est un vaisseau, mais pas de Star Trek. Stargate. Non, absolument vaisseau. pas. Un vaisseau. D'une BD? Oh oui, d'une BD, oui, en effet, d'une BD. Avengers? Non, Non. non, pas Marvel? Avengers. Non, non plus. À DC? Mais Non. c'est pas c'est américain? Non, Ah, c'est belge. c'est belge. Ah, ben c'est. Tintin? Oui, Tintin. c'est la fusée de Tintin. C'est la fusée, en effet, d'Objectif Lune de Tintin, en effet. Cette fusée XFLR6 d'Objectif Lune, du coup, qui s'est posée sur la Lune avant Neil Armstrong et Apollo 13, je crois, ou Apollo 11. C'est Apollo 13, je crois. Je sais plus. Je sais pas, c'est pas mon Apollon préféré. En tout cas, Apollo c'était les questions déconnectées avec cette magnifique fusée XFLR6. J'aime bien répéter ça, XFLR6. Petite dernière pour la route? XFLR6. L'antre du geek sur Happiness. Il est maintenant 20h, passé de 58 minutes et 55 secondes. Voilà, j'en ai profité. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine avec Sabrina qui sera là. Ah ouais, d'accord, je viens. Laura, tu seras là ou ce sera Baptiste? Ce sera Baptiste. Ce sera Baptiste. Rodrigue, tu reviendras ou pas? Avec plaisir. Eh ben, Rodrigue sera là aussi. On aura Benoît. Oui, Benoît sera là aussi. On aura tout plein de choses, jeux vidéo, comics, séries, mangas, bref. Plein d'infos. Et on aura également un invité. Mais je n'en dis pas plus pour le moment puisque c'est encore en discussion. On vous laisse tout de suite sur Happiness avec le Pelliclap de Greg. Pour ma part, on se retrouvera... oui, non, j'y pense, il n'y a pas de chronique de JDR en ce moment parce qu'il y a petit souci technique, mais rassurez-vous, on reviendra très vite. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao à tous! Ciao. Ciao. Tous les mercredis de 19h à 21h, c'est l'antre du geek sur Happiness.